ソーシス。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。インジン漫画コミックスでプラフヒソケパーカー。Hello, c'est nous que revoilà pour cette deuxième partie de l'arc Yorkin City. Et oui, vous l'avez compris, c'est un nouvel épisode de l'épopée Hunter x Hunter avec toujours les mêmes poteaux, un G-Manga, Hisoka Parker et Comics du Prof. Voilà. On va être en mode très très chill ce soir parce que voilà, on est un petit peu fatigué, un petit peu comme nos Hunters après cette étape. Non, et puis surtout, voilà. On se dit que vous connaissez maintenant le manga, vous l'avez sûrement lu. Je pense qu'il n'y a personne qui suit cette émission sans avoir lu le manga. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, soit vous avez donné envie, soit vous êtes là parce que vous avez déjà lu. Et si on vous a donné envie, tant mieux. C'est la plus beau des remerciements. Likez, il faut partager, il faut commenter, s'il vous plaît. Voilà, c'est un petit peu mou. Hein. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et c'est moi qui me charge du résumé des épisodes précédents, Previously on Hunter x Hunter. Et bien, on s'était quitté la dernière fois avec un affrontement entre Kurapika et Ivuglin, un affrontement où Kurapika montrait toutes les subtilités de son haine, de son pouvoir qu'il avait acquis, et lors de cet affrontement épique et mortel, on avait vu un petit peu ce qui pouvait attendre nos amis en combattant la brigade. De manière très très simple, nos amis s'étaient tous retrouvés à Yorkin City avec des buts chacun très différents, sachant qu'ils s'étaient donné rendez-vous. Kurapika pour trouver les yeux de ses frères, et aussi parce que la brigade était présente, comme lui avait dit Hisoka. Et Gon et Killua, après leur entraînement, s'étaient rendus pour rencontrer à nouveau leurs amis, mais surtout découvrir les secrets de Grid Island, cette console qu'avait laissé Jin. Et Léolio était là parce qu'il fallait qu'il soit là. C'est le poteau sympathique. C'est ce jeu Grid Island, parce que la console, c'est la Joystation. Tout à fait. Merci pour cette précision. Voilà, donc le bref résumé. Si vous voulez un résumé plus long, n'hésitez pas à voir la précédente vidéo qui ne faisait que 2 heures. Voilà. Et pour le référentiel, pour ceux qui suivent les mangas, on a terminé à peu près le premier chapitre du tome 10. C'est savoir le chapitre... T'as le numéro, je l'ai plus en tête. 84. Voilà, merci. 84, et justement, on va enchaîner, puisque moi, je vais vous parler des chapitres 85 à 92, qui représentent la quasi-exhaustivité de ce tome 10, justement, que j'ai intitulé « Les marchés », voilà, de manière assez peu subtile. Mais, t'as bien bossé, t'as fait des titres, quoi. T'as fait des petits titres. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on peut le préciser peut-être, parce qu'on va peut-être oublier de le faire après, mais là, pendant tous les tomes dont on va vous parler, ou tous les chapitres, les titres, c'est juste des dates qui vont du 2 au 4 ou 5 septembre, grosso modo, je sais plus. Oui, pour cette émission, c'est ça, jusqu'au 4, puisque à partir du 6, ça sera pour la prochaine émission. C'est tout à fait ça, ouais, jusqu'au 4. Donc c'est intéressant, tout ça c'est en 3 jours. Donc, voilà. Effectivement, un rythme qu'on avait déjà dit, le rythme très soutenu de l'action. Là, effectivement, sur une temporalité aussi faible, il se passe beaucoup de choses. Donc, on avait laissé nos amis... me semble dans le chapitre précédent, mettre en gage la carte de Hunter de Gon afin de récupérer des sous, de manière à pouvoir boursicoter sur les marchés et remporter suffisamment pour pouvoir entrer sur la bourse principale et acheter la console. En fait, ça ne va pas se passer exactement comme ça, puisque d'une part, Léolio leur dit ça serait peut-être bien de savoir déjà ce qu'il y a à vendre, et donc d'acheter le catalogue qui ne coûte que 15 millions. Voilà. Ça va. C'est pas grand-chose. Une broutille. Donc ils vont voir dans ce catalogue un peu plus d'explications par rapport au jeu et par rapport à d'autres outils, puis après ils vont se rendre sur les marchés, parce qu'en fait la ville, il n'y a pas juste cette vente aux enchères.
il y a du marché partout. C'est vraiment la période où tout le monde peut vendre n'importe quoi. Il y a des marchés parallèles, des petits marchés, des marchés d'art, des brocantes, comment dire, des enchères type eBay, un petit peu avec le nom qui est marqué à la Avec fin. les étiquettes. Exactement. Et donc, nos amis vont essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Et très vite, Gon va faire une découverte. Il va trouver un couteau très particulier que Killua identifie tout de suite comme étant un couteau forgé par Benz. Un couteau Benz qui est Benz étant, alors Benz c'est Benny quelque chose, je ne sais plus exactement son nom, mais globalement c'était un tueur en série qui, suite à l'émotion qui lui provoquait la mort, forgeait un couteau. Il en aurait forgé plus de 280, je crois, de mémoire. C'est ça. Euh, On l'apprend parce qu'il a écrit, il a écrit quelque chose pendant qu'il était en prison. C'est ça. C'est comme ça qu'on a ces informations. Non, mais ça m'a fait marrer, ça, quand j'ai lu ça. Un couteau que le père de Killua apprécie tout particulièrement, d'ailleurs. C'était assez marrant. Tout à fait. Et donc, Ou son grand-père, je sais plus. Il achète une broutille, je crois que c'est 300 zénith, là où il pourrait leur vendre 5 millions. Et forcément, la question, c'est comment Gon a réussi à trouver ce couteau. En fait, il dit, c'est simple, je l'ai regardé et je me suis servi du naine, du Jio. Et donc, il a vu qu'une infime aura se détachait de cet objet. Et donc, compte tenu de ce que leur avait dit Wing, effectivement, que le naine pouvait être transmis sans être maîtrisé par beaucoup d'artistes et autres, il part du principe que des pièces exceptionnelles vont peut-être dégager une aura spécifique, et donc ils partent à la recherche de tous ces objets dans le marché. Très très vite, ils vont se rendre compte que quelqu'un les suit de près, un fameux Zeperu. Il est sur les enchères également, et ils vont le rencontrer de manière assez fortuite, c'est-à-dire qu'ils vont avoir deux objets sur les 3 qu'ils étaient réservés, puisqu'il y en a qu'ils ont laissé à Zeperu, et ils vont chez un marchand, très simplement, et le marchand dit « Oui, ça c'est très bien, et sur le dernier objet, il va un petit peu pour les arnaquer, et à ce moment-là, Zeperu, en gros sauveur, arrive et dit « Attention, il y a quelque chose de caché par rapport à cet objet, ne vous laissez pas faire », et donc c'est là qu'il le rencontre, et qui découvre un petit peu, c'est toujours un petit peu les petites leçons d'Hunter x Hunter, c'est rien n'est tel qu'il paraît, puisqu'il découvre une espèce de sculpture en bois qui pourrait renfermer quelque chose, et c'est bien ce quelque chose qui est important. Donc c'est clair. L'art de la dissimulation commence un petit peu ici déjà, c'est clair. Ils vont découvrir effectivement qu'il s'agissait d'un vieux coffre et qui recèle beaucoup de bijoux. Des bijoux assez rares. Et donc, à ce moment-là, ils vont essayer de le vendre sur ce qu'on appelle, je crois, le petit marché. Donc, il y a beaucoup, dans ces chapitres, il y a beaucoup de phases d'explications sur comment on achète, comment on vend, quels sont les objets, comment on découvre leurs origines. Beaucoup de choses. Donc, ils vont essayer de les vendre. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on a toute une confrontation avec des personnes qui sont là pour faire baisser les prix au maximum en remettant en cause l'objet, sa véracité, sa nature, son âge, son contenu, tous les petits tacles possibles pour faire baisser le prix. Voilà, j'aimerais bien les savoir en tant que Ked pour acheter un appartement, ces deux-là, parce qu'ils sont assez efficaces. Ils sont excellents. Et en plus, eux-mêmes étant intéressés évidemment par l'objet, parce que c'est une volonté d'acquérir l'objet, d'éliminer évidemment une concurrence potentielle, tout en ayant à prix plus intéressant pour eux. Donc, moi, j'adorais cette partie aussi. Ouais. Ah oui, on a vraiment et Zeperu qui est là, qui est forcément plus expérimenté que nos jeunes amis, va essayer de contrer chaque argument. Donc on a un échange attaque contre attaque qui est assez intéressant, assez enthousiasmant. Et après cet échange, Zeperu va expliquer toutes les techniques à Gon et Killua, la chauffe, la percée de côté, le saut qui indique l'âge, etc. Plein de techniques pour dater et estimer au plus juste prix la valeur de l'objet. Jauger, comme dit Zeperu. Tout à fait. Donc ça, c'est ce que je notais. Et puis après, on a un chapitre qui va trancher où on revient un petit peu sur ce serious business. C'est le chapitre 89. Et où en fait, là, la mafia
est en train de monter une équipe de tueurs pour supprimer la brigade fantôme, qui ont, lors de notre précédente émission, éliminé complètement les bêtes de l'ombre, qui étaient les champions des 10 mafieux. Voilà, ils les ont complètement explosés. Et surtout, ils ont toujours le contenu de la vente aux enchères. Donc il faut là on arrête de rigoler et on va leur régler leur compte. Et Kurapika est pressenti pour faire partie de ce groupe. Donc il se rend à cette réunion où on a la présence de plusieurs tueurs, mais surtout 2 qui se dégagent très fortement, forcément. Il s'agit du père et du grand-père Zoldyck. Et on voit qu'ils ne sont pas là pour rigoler. Hein. Silva et Zeno. Ouais. Ils sont, c'est d'ailleurs assez par l'humour. Hein, Togashi nous montre bien qu'ils sont vraiment au-dessus des autres. Quand ils disent leur nom, leur prénom plutôt que leur couleur, ils disent voilà, Zeno, Silva, et un dit vous êtes les Zoldyck, et à quoi le grand-père répond si tu veux tuer quelqu'un, on te fera un prix. Je suis correct comme ça. C'était assez excellent comme répartie. On voit qu'ils sont vraiment au-dessus des autres, ne serait-ce que de par leur charisme et leur entrée. On voit qu'ils se dégagent tout de suite des autres. Même ceux qui ont l'air un peu plus expérimentés, on sent qu'ils sont pas. Ouais, voilà. On nous dit comme ça, on nous fait croire vite fait qu'il y en a 2 qui peut-être pourraient faire illusion, mais enfin nous en tant que lecteur, on n'y croit pas une seconde. En tant que relecteur, peut-être qu'à la première lecture, on pourrait éventuellement y croire rapidement. Même Kurapika, on le sent très, très sur la réserve en disant oui, de toute façon, il se débrouille, hein, on va pas. Chacun fait comme il veut. Hein. De toute façon, lui aussi a ses propres objectifs. Moi, je préfère agir seul. Tiens, on est surpris. C'est un peu ça. Et donc, il va y avoir tout un. Donc, après cette réunion, Kurapika va être recontacté par Gon et Killua, qui lui disent bah, en fait, on est là, on peut aider, on peut faire des choses, etc. Et il va se mettre en place tout un plan pour essayer de capturer la brigade. Donc, ils vont essayer de la suivre. Donc, ils vont lancer, je crois, via pas Internet, mais leur système, une espèce de comment peut-on dire, d'annonce en disant voilà, si vous avez des informations, on est prêt à vous payer, etc. Et à ce moment-là, ils vont essayer de voir comment en faire pour les capturer. Cependant, forcément, ça ne va pas se marcher comme prévu, hein, puisque effectivement, 2 membres de la brigade sont découverts. Ils sont assis à un café. Il s'agit de Machi et Nobu, il me semble, qui sont en civil. Et donc Killua, Leolio et Gon sont en train de les observer et puis ils vont après les filer vers leur repère. Filature qui est pas si simple, hein, beaucoup de tension, notamment côté Killua. Hein. On saura après un petit peu pourquoi. C'est très intéressant avec ce foreshadowing qu'on aura par la suite, de savoir pourquoi il a autant d'appréhension, de difficultés, de stress à suivre ces 2 personnes. Ils les suivent, mais malheureusement pour eux, ils ne s'étaient pas rendus compte qu'eux-mêmes étaient suivis par d'autres membres de la brigade. C'était une double filature et ils se font capturer. Ils sont emmenés dans leur repère. Avec une magnifique double page qui claque. Ouais, où ils voient tous les membres, sauf le chef qui n'est pas là à ce moment-là. Ouais. Et Gon, dans toute sa naïveté, voit Hisoka et donc il ne peut retenir une surprise et qui aura heureusement à la présence d'esprit de dire oui mais en fait on a déjà rencontré quelqu'un lors du bras de fer. Hyper réactif Killua là, effectivement, qui sauve la mise de Gon. On verra que souvent d'ailleurs les compagnons ils vont pas mal se sauver la mise les uns les autres à tour de rôle. Et donc Nobunaga va faire des bras de fer avec Gon. C'est plutôt à sens unique. Une bonne partie. Et presque une torture. Ouais. Une torture, voire une vengeance. C'est ça. Elle est assez marquante. Ouais. Et Nobunaga va aussi exprimer des sentiments vis-à-vis de la perte de son compagnon, même si elle n'est pas avérée. Ils le sentent tous que de toute manière, s'il n'est pas revenu, c'est qu'il a bien dû passer l'arme à gauche.
Il pose aussi beaucoup de questions, qui est la chaîne, est-ce que tu connais un utilisateur du NEN qui utilise la chaîne, etc. Ce à quoi Kira fait vite 2 plus 2 égale 4. Hein. Il voit très vite qu'avec toutes les informations, une nouvelle personne, une haine contre la brigade, etc., il fait vite le lien avec Kurapika. Et donc, il craint de révéler ce secret, sachant qu'ils auraient été sondés de manière imperceptible avant leur arrivée, puisqu'une certaine Pakunoda, ouais. Pakunoda lui dit qu'il On peut ne l'appeler savait Paku rien. pour le reste de l'émission. Ouais, ça va être plus simple. Hein. Paku dit qu'ils ne connaissent rien. Donc, il se demande bien à quel moment elle les a sondés. Effectivement, là aussi, on voit toute la réflexion de Kira par rapport aux capacités des utilisateurs de NEN, ce qu'a très peu Gon, au final. Gon, lui, il est vraiment c'est le renforcement pur, hein, on tape. Ouais. Là où va Kira, venir il y a petit, mais à ce moment du récit, toute une réflexion pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et surtout, on voit aussi que le champ des possibles des utilisateurs de NEN assez fort. Et Gon, avec ce bras de fer, va à un moment donné s'énerver et gagner, parce qu'on voit bien là aussi, un petit peu comme tous les héros de Shonen, la colère renforce. On est vraiment dans un petit peu ce cliché du héros qui, par la colère, va augmenter sa force. C'est un trope qui est assez connu, hein, qui était déjà la même chose dans Yu Yu Hakusho, jusqu'à s'énerver et devenir plus fort. Là, c'est la même chose pour Gon. Et il le bat en disant, si vous êtes capable de sentiments, pourquoi vous ne pouvez pas être capable de sentiments pour tous ceux que vous tuez? Voilà. Bon. Très vite, ils sont remis à leur place. Hein, propose de leur arracher les ongles, de leur casser les bras. Bon. Mais finalement, ça a l'effet tout inverse, puisqu'ils veulent plutôt. Alors, je ne sais pas si je déborde. Ils veulent plutôt Nobunaga veut plutôt les recruter. Et je crois que je finis là. Et un chapitre, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé que c'était un chapitre qui mettait beaucoup de lore, énormément de lore sur cette ville très désincarnée au départ, qui est une ville vivante. Et puis après, toute cette. Moi, j'ai beaucoup aimé toute la partie des marchés, justement, et toute la partie sur le fait que les objets soient imprégnés de naine, les différentes techniques de percer de côté, etc. Parce que, encore une fois, alors je suis désolé, je l'encense à chaque émission, mais ça nous montre à quel point Togashi il est fort en termes de lore, en termes d'écriture, parce qu'il pense à tous les petits détails que peut-être d'autres auteurs auraient pu laisser de côté, par exemple. Et je trouve que c'est moi ce qui m'attache personnellement à Hunter x Hunter, c'est cette précision pour les détails, justement. Détails qui vont avoir une importance ou pas, on va le voir juste après, j'en reparlerai juste après. Mais moi, j'adore cette partie-là. J'aime beaucoup, effectivement, la partie où on a cette différence, encore une fois, Gon, qui est un petit peu naïf, un peu rentre-dedans, Kirua, qui est un maître du combat, etc. Ça reste des enfants, mais ça reste des enfants qui sont pas si idiots que ça, qui fonctionnent dans un monde d'adultes, qui apprennent la vie, et bref, il y a plein de choses autour de tout ça que moi j'apprécie en fait. C'est cette espèce un peu d'aura qui se dégage du manga à ce moment-là. Ouais, c'est dense, mais tu t'ennuies pas, quoi. Ah non. Et tu te prends même, tu dis même, est-ce qu'il n'y a pas un peu plus de marché, un peu plus de technique? Est-ce qu'on va retrouver effectivement cette négociation dont on a parlé tout à l'heure, ou pas, quoi? C'est vrai que finalement, Togashi, plutôt que de donner un demi-détail, il va donner le détail entier, voire plus. Hein. Il y en a plus, je vous le mets quand même. C'est ça, quoi. Mais c'est ça, il fait pas les choses à moitié en fait. Qu'il s'appuie sur quelque chose qu'il va réutiliser pendant des tomes entiers, ou juste pour 1 ou 2 pages, ou pour juste le chapitre en question, il va quand même aller jusqu'au bout, jusqu'au boutiste en fait, dans ses démonstrations, ses explications de règles, sur toutes ces choses, parce que tu l'as dit, le marché aux négociants, le petit marché, parce qu'ils n'ont pas pu s'inscrire à temps, donc il y a quand même des solutions pour ceux qui sont intéressés dans l'achat et la revente entre eux, mais qui n'ont pas pu accéder au catalogue parce que c'est prévu 6 mois à l'avance pour vérifier l'authenticité. Mais tout est expliqué, c'est passionnant. Mais effectivement, on peut passer à côté de ça et malgré tout être captivé par l'intrigue globale, parce que mine de rien, on passe assez fréquemment d'un groupe à l'autre. Hein. Donc c'est super intéressant.
Après, Oui, j'ai quand excuse-moi, même. c'était juste pour rebondir. Non, pas de souci. J'ai quand même tendance à penser que, au vu des suites, puisqu'on connaît la suite, c'est que toute cette expérience acquise au fil de l'aventure et de l'avancée de l'histoire, elle sert, en fait, parce que tu as les personnages qui en sortent grandis via le combat, via toutes les rencontres qu'ils vont faire, via toutes les informations qu'ils vont gorger en eux. Et vraiment, j'ai l'impression que même si ils ne s'en servent pas à proprement parler de la technique ou du détail précisément, ça sert quand même dans l'évolution et la maturité que prend le personnage au fur et à mesure de l'histoire. Ouais, Et, complètement. et puis tout un rapport, c'est-à-dire qu'on reparle aussi d'une certaine manière de l'entraînement avec Wing, du naine. Et il y a quelque chose qui était très caché auparavant. Cette histoire de naine, c'était quelque chose de caché. Là, les deux, ils en parlent à qui veut l'entendre en fait. Il y a plus de, il y a Oui, eu un complètement. entraînement, ils ont eu un En entraînement, fait, ils ont des avec capacités. Yorshin City, il y a un côté capital. On est jeté dans le grand bain. Donc, quelque part, les secrets, ils ont plus raison d'être presque. Tu vois, Et puis, il y a beaucoup, on y reviendra de toute façon, mais c'est tous les chapitres dont on va parler, c'est beaucoup sur l'amitié, la confiance et le groupe, en fait. Et on va le voir. C'est très intéressant parce que Zepairu, il parle de jauger les objets, mais il dit aussi que finalement, on jauge les humains. Et avec le naine ou pas le naine, mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est à qui on peut se fier. Et rapidement, on va faire des rencontres, qu'elles soient négatives ou positives. Et c'est un peu sur ces rencontres nouvelles qu'on peut s'appuyer et essayer d'établir soit un groupe, soit un objectif commun. Et le naine, ce que je trouve très intéressant, c'est que finalement, on nous développe au départ tout ce qui est une capacité de combat ou tout ce qui va servir à identifier le style de combat et le style de technique de chacun. Et finalement, on se rend compte que ça ne sert pas qu'à ça, en fait. Ça sert à créer des objets bienveillants, malveillants, à imprégner un objet de son art, de son aura, etc. Et finalement, ça ne sert pas qu'au combat. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera notamment bien plus tard dans le manga. Mais ça, c'est super intéressant pour le coup. Ouais, ça avait été un petit peu dit précédemment quand ils avaient dit que justement, parfois de grands artistes ou de grands sportifs, quand on imaginait un Michael Jordan qui a un shoot à 3 points dès l'âge de 5 ans, qui savait dribbler à 3 ans, etc. Et ces espèces de talents, voire incroyables, ces génies comme Mozart ou des choses comme ça. Et c'est là où on a compris que ça, c'était du naine. Et le naine, c'est une sorte de talent, et le talent, on peut l'utiliser comme on veut ou comme on peut. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent là, on est dans un shonen, on est dans un manga où il y a pas mal d'affrontements, parce qu'il y a des enjeux assez importants. Et donc là, on est dans le combat. Donc effectivement, ils utilisent leur talent pour s'affronter. Mais on voit qu'on peut, comme Senritsu, comme plein d'autres personnages dont on parle, on peut utiliser le naine à d'autres fins, qui sont très très utiles dans un groupe, notamment pour l'espionnage ou l'infiltration. Flavien, Moi, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est vrai que le côté marché est très bien, mais c'est vrai qu'à la relecture, c'est pas aussi satisfaisant que quand tu le découvres ou tu sais pas où ça va te mener. Quand tu sais où ça te mène à la relecture, je trouve que par rapport à des phases de combat, des phases d'espionnage, des phases où tu développes vraiment les relations entre les personnages de manière très importante, c'est les choses marquantes en fait qui à la relecture, tu revois ça, ou des choses qui amènent des choses sur le long terme. Là, c'est vrai que tout ce qui est lié au marché, ça sera réutilisé un peu, mais pas autant que l'apprentissage du naine, qui derrière est fondamental pour tout le reste. Tu vois, c'est vraiment un arc de transition vers quelque chose de plus intense qu'on va avoir Oui. après. C'est un arc un peu plus léger, avec quand même plein d'informations, mais en termes d'enjeu, qui est un peu plus léger et qui permet de mettre en place quelques petites choses. Par contre, est-ce que tu peux retourner lire des recettes de cuisine, s'il te plaît? Merci. Il y a quand même pas mal de choses, je trouve. Là-dedans, déjà, il y a le portrait de Yorshin City, qui est assez intéressant. C'est-à-dire, on a un mélange vraiment, ne serait-ce que par l'inspiration de New York City, et vraiment une influence orientale très forte. Ouais. Que ce soit du Maghreb ou que ce soit même de l'Asie du Sud-Est, mais avec vraiment ces marchés, justement, avec presque ces souks, ces choses comme ça, avec la négociation, avec... Il me semble que Togashi, justement, avait raconté plusieurs expériences de son voyage en Égypte. Notamment oui, absolument. Tout à fait. Et... Ah bah oui, de toute façon, quand vous faites un marché en Égypte, au Caire ou ailleurs, je peux dire que ça saute aux yeux, la négociation. Pardon, Flavien. Tu sais, les petites jaquettes que tu as au début, enfin les petits trucs que tu as au début, là, je sais plus comment ça s'appelle. Oui. Le revers, quoi, mais je vois ce que tu veux dire. Le mot de l'auteur. Le rabat.
Ouais, le mot de l'auteur. Absolument. J'irai même plus loin parce que New York City, c'est vraiment l'arc qui tranche le plus avec le manga pour le moment et qui te passe d'un manga shonen aventure à aujourd'hui, on est presque sur un polar thriller actuellement. Alors c'est toujours une aventure, mais on a quand même beaucoup d'infiltration. Ça se passe principalement de nuit. On apprend à enquêter sur les objets, on apprend à enquêter sur des membres. On fait jouer son réseau. On est vraiment sur une partie un peu plus polar, je trouve, dans cet arc-là. Plus cérébral, en tout cas, de la réflexion et de l'affrontement. C'est plus un affrontement cérébral et l'affrontement c'est psychologique. C'est pas forcément sur de l'affrontement classique, mais là, c'est un affrontement pour l'information. Un affrontement, c'est principalement pour l'information et ça sera le cas tout au long du manga. C'est tu t'affrontes pour avoir l'information et celui qui a l'information, c'est celui qui détient le pouvoir. Bah oui, comme toujours. Il va en être question, même un petit peu plus tard. Oui. Avec le personnage de Paku notamment. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses. Je voulais rebondir sur 2-3 trucs, notamment sur Zepaïru. En général, on rebondit mieux sur un trampoline. Voilà, moi je dis ça. C'est vrai. Je vais rebondir sur le trampoline. Et donc, en sur disant ta tête. Quand Zepaïru jauge un petit peu justement Gon et Killua, quand il parle de Gon, il dit il ne se soucie nullement du bien et du mal. Il est dangereux, on ne peut pas le jauger. Il serait trop entier. Il se pose des questions, et ça, j'ai trouvé que c'était génial. Encore une fois, assez annonciateur de ce qui peut arriver à court terme comme à long terme. Et là aussi, mais pourquoi tu nous fais confiance? Mais pourquoi tu veux nous aider? Et le fait qu'il se pose une question à tour de rôle, façon interrogatoire, mais preuve de confiance. Je trouve qu'il y a plein de choses qui sont assez intéressantes dans des espèces de règles que même les personnages établissent entre eux pour prouver qu'ils peuvent se faire confiance l'un à l'autre. Comme si finalement Gon et Killua avaient quand même suivi les instructions qu'on leur avait données dans la demeure Zoldyck au départ. Attention, le monde extérieur, c'est une jungle, faites pas confiance en tout le monde, mais vous pouvez aussi faire des rencontres merveilleuses, donc profitez. Cette espèce de conseil à double tranchant un petit peu. Ça, j'ai trouvé que c'était excellent. Je voulais vous dire, mais ça, tu l'as déjà dit, que Killua, il se rend clairement compte de l'écart qui le sépare des deux membres de la brigade. Très rapidement, il dit non, mais ça sert à rien. C'est comme s'il y avait deux Hisoka assis à la table. Là, on n'a aucune chance. N'essayons même pas. Ça, j'ai trouvé que c'était super. Aussi, Nobunaga qui dit à Machi, justement à cette table-là, que Uvo n'était pas qu'une stupide montagne de muscles, mais ça, on le savait déjà. On l'avait déjà dit qu'il était quand même, que c'était quelqu'un qui avait une vraie stratégie dans son combat, mais si jamais on en doutait. D'ailleurs, on a le classement du bras de fer au sein de la brigade fantôme. Il y a des choses comme ça où Togashi s'amuse beaucoup un petit peu avec les lecteurs. D'ailleurs, ça peut avoir plus ou moins son importance pour montrer juste la force type de physique. La force brute, ouais. Voilà. Donc effectivement, tu l'as dit, Silva, Zeno qui sont rejoints par Kurapika dans l'objectif de mettre la main sur la brigade. Et puis, voilà, on l'a déjà dit, la dangerosité de l'innocence, de la pureté de Gon dans la scène de bras de fer aussi avec Nobunaga, on le voit bien, toujours pareil. Le fait qu'il ne bronche pas, il a la main dans un état déplorable, et il ne bronche pas, il reste comme ça, et tout d'un coup, il y a un truc de trop, et là, il ne comprend pas. Et on va se rendre compte que finalement, ces deux groupes qui se ressemblent bien plus qu'ils n'ont de différence, finalement. C'est ça, c'est toute l'ambiguïté du bien et du mal, et tous les personnages sont très gris. Hein. Et on va le voir de plus en plus au fur et à mesure de cet arc. Hein. Il y a aucun personnage dans Hunter x Hunter où tu peux dire lui, il est foncièrement mauvais et lui, il est foncièrement gentil. J'ai pas, là tu vois, tu me dis ça comme ça, j'ai pas un nom comme ça qui me vient en tête. À part Gon, quoi. Même pas. Il est pas gentil, Gon. Moi, je vais dire peut-être Wing, mais il disait qu'il avait, qu'il avait quelques boulets dans son passé. Alors, je sais plus s'il en parle ou si finalement. Tu vois son regard à certains moments, tu te dis, moi, lui, il a pas l'air non plus. Mais Gon, en fait, il peut être gentil, mais si à un moment il décide de lier et que son objectif c'est de détruire toute une population pour obtenir un truc, il va détruire toute une population pour obtenir ce truc. Je sais pas. Mais je vois ce que tu veux dire, en tout cas, dans l'absolu. Là, je voulais juste vous montrer cette double page qui m'a marqué. On arrive dans le repère, tout le monde qui sont à différents endroits, un petit peu. Je trouvais ça super intéressant. Et en plus, notamment, dans cette scène, encore une fois, une case excellente sur Killua qui sent l'aura meurtrière d'Hisoka. Hisoka rigole pas, parce que là, il a quand même un rôle à jouer jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Il est prêt à tout. Même si ça peut l'embêter. Il a un objectif en tête et on va voir qu'il va tout faire pour y arriver. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire aussi pour rebondir sur ce passage-là.
Si, juste moi, par rapport à de très nombreux shonen, c'est un manga qui est hyper bavard. Et qui l'est de plus en plus par rapport à ce qu'on avait quelques arcs avant. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, moi qui suis en pleine relecture de One Piece, je trouve que One Piece est encore plus verbeux que Hunter x Hunter. En fait, non, c'est quoi certains passages. Rien dire. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, mais c'est pas faux. Mais il y a des tomes, tu vois, il y a des mangas, quels qu'ils soient, que ce soit les carnets de l'apothicaire, où tu as pas mal de choses quand même qui sont décrites aussi, etc., où tu es vraiment dans la description de l'information, etc., que je lis assez rapidement, 30, 40 minutes, tu vois. Et il y a des tomes comme One Piece, typiquement, des fois, je mets 1h30 pour le lire, quoi, tu vois. Non, mais... Et c'est lourd, quoi, tu vois. Je sais pas si on va bien. Après, la différence entre Hunter et One Piece aujourd'hui, et le but, ce n'est pas de faire une comparaison, mais je prends ce que j'ai sous la main. Non, il n'y a pas besoin de c'est vraiment de dire qu'aujourd'hui, vis-à-vis d'Hunter, là, tu as une vraie description de lore, d'objets, de techniques, de stratégies, et qui va à un moment servir à alimenter le manga et à alimenter la suite. C'est tout ce que je dis. Donc, c'est vraiment juste pour dire, oui, effectivement, là, ça ne parle pas pour rien, quoi. Non, je dis juste que c'est moi, je n'irais pas jusqu'à dire que One Piece parle pour rien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, ça dépend des passages. Ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est qu'on a deux mangas où, effectivement, il y a beaucoup à lire. Lire un tome d'Hunter x Hunter à ce moment-là, ou lire un tome de One Piece récemment, c'est 1 heure de lecture ou pas loin. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est quand même assez long. Et effectivement, là où c'est plus dans la narration, dans le détail de la moindre chose, de l'explication de la règle ou du moindre détail qu'on l'utilise ou pas dans Hunter x Hunter, ça va être plus être des dialogues un peu partout, dans tous les sens, avec plein de personnages, que ce soit des personnages principaux ou secondaires dans One Piece, quoi. Mais je vois ce que tu veux dire. Je peux voir ce que vous voulez dire, quoi, en tout cas. Surtout sur les premiers tomes de One Piece, en fait, qui datent à peu près de la même période de Hunter x Hunter, tu vois. Donc, à titre de comparaison, on est à peu près sur la même période. Donc, mais tu vois, un Kingdom qui parle beaucoup aussi, ça dépend des chefs. Enfin, c'est quand même moins Kingdom que Hunter x Hunter. Et pourtant, tu as des batailles et tout, tu vois. Mais ça parle quand même moins. Et si tu prends des mangas plus classiques qui sont sortis depuis, tu regardes du Naruto, tu regardes du Bleach, tu regardes... mais Togashi, Togashi va te reproposer des nouveaux concepts tous les 3-4 tomes. Donc tu vas être obligé à nouveau de réexpliquer des trucs, des concepts, des règles. Ah, mais c'est pas une critique, c'est plus dans le sens où il faut s'y attendre. Tu commences ce manga et c'est vraiment, je trouve, là le moment où tu t'en rends compte. Il prend ses aises de ce côté-là. Sachant que tu avais déjà un prémisse quand même pendant l'examen. Oui, non, tu avais un prémisse. Mais là, tu sens que, vas-y. Et là, maintenant, les gens, ils suivent pour ce que je fais. Vas-y, je lâche les bœufs, on y va. Hein. Clairement. Et après, avec ce qu'on va avoir avec les jeux de cartes et tout, des fois, tu as des pavés entiers. Tu sais, j'ai regardé un peu, des pavés entiers où juste ils t'expliquent le fonctionnement d'un truc qui, en fait, tu vas le voir 2 pages. C'est tout. Mais c'est pas grave. Il va passer 1 page à t'expliquer ce qui va se passer dans les 2 pages d'après. Et c'est ça que j'adore. C'est-à-dire que c'est jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu peux lire le moindre détail, le moindre truc, et ça va te faire kiffer parce que tu vas explorer jusqu'au moindre détail, comme on disait. Et puis tu peux aussi le traverser plus tranquillement en disant ok, je garde ça en tête, mais je ne le retiens pas plus que ça, et tout va bien se passer aussi. C'est ça que j'aime aussi. Je trouve dans la relecture, tu peux t'attarder à d'autres choses ou relire ça avec grand plaisir aussi. Togashi, c'est quand même le seul auteur que je connaisse de manga, je vais préciser que je connaisse parce qu'il y en a peut-être d'autres, mais qui aujourd'hui, dans les derniers chapitres de Hunter x Hunter, te sort des pages complètes d'écriture, de narration, avec un tout petit dessin à côté pour te dire ouais, bon, je mets pas une page blanche, tu vois, frérot, mais j'ai beaucoup de choses à dire, donc il faut de l'espace, quoi. Et quand il met des pages de dessin, c'est tellement détaillé que tu as au moins 3 heures pour regarder tout ce qu'il y a dessus. Ça fait peur. On enchaîne. Allez. On enchaîne, chapitre 93 à 101, où on retrouve nos chers amis Gon et Kirua qui sont dans une pièce avec Nobunaga. Et là, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il va se passer pas mal de choses, puisque même si Kirua va laisser sous-entendre à Gon qu'il faut éviter le combat, Kirua va quand même montrer son aura meurtrière à Nobunaga, qui est hyper intéressante parce que ça va quand même forcer Nobunaga à se mettre en position de défense et nous montrer un petit peu et son aura et son cercle vital, son cercle vital.
ce que Kirua connaît bien évidemment parce qu'il fait partie d'une guilde d'assassins, enfin d'une famille d'assassins, donc ça ne le prend pas dépourvu non plus. J'aime beaucoup ce passage personnellement parce que on va en apprendre beaucoup plus sur la relation entre Nobunaga et Uvogin, que c'était comme deux frères et qu'en fait c'était peut-être l'un des duos les plus forts de la brigade, qu'ils ont affronté de nombreux ennemis. Sans qu'ils l'admettent d'ailleurs parce qu'ils sont un petit peu fiers tous les deux. Ils sont totalement fiers tous les deux. Et j'aime aussi ce côté triste de la perte de son compagnon de la part de Nobunaga qui considérait vraiment Uvogin comme un frère. On va continuer très rapidement avec Gon et Kirua qui vont se chamailler pour remettre un peu les idées en place de l'un et de l'autre, partie un peu plus légère qui est vraiment appréciable pour le coup, mais qui va nous permettre d'enchaîner sur d'utiliser leur expérience de ce qu'ils ont appris au marché, justement avec la percée de côté, pour s'enfuir et montrer un petit peu leur talent pas de triche, mais leur talent. Non, à l'image de Togashi, ça contourne les règles. Voilà, de contourner les règles. Merci. Il n'y a pas de sortie, on va en créer une. Exactement. Et ce qui nous prouve aussi que la force du coup de Gon, donc ce que tu disais tout à l'heure, Flavien, est utile pour autre chose du coup que pour le combat en situation. Mais il est ingénieux. Ça, il l'avait déjà montré d'ailleurs dans l'examen de Hunter. Il est plein de ressources. Ce que je veux dire, c'est qu'il arrivera de plus en plus à analyser ce que les autres vont faire et à comprendre qu'il ne faut pas juste foncer dans le tas, mais réfléchir à comment l'autre fonctionne et tout, et au fonctionnement du naine. Parce que c'est vrai que pour l'instant, le naine, voilà, ça lui passe un peu au-dessus de la tête. On en parlera plus tard, mais il n'a pas encore eu un professeur rigoureux, vraiment, qui a pris le temps de lui enseigner le naine, et il l'aura peut-être un jour ou l'autre. On va continuer très rapidement à passer, donc suite à la fuite de Kirua et de Gon, on va voir notamment le frère de Kirua qui arrive à Yorkshire City pour tenter lui aussi de s'emparer du jeu. On va voir notamment, c'est la fille du président, il me semble, qui a ce talent de prémonition, Néon, voilà, qui va rencontrer notamment Kuroro suite au fait de s'être échappé de la garde de son père notamment, parce que voilà, il faut et la aussi... mise en scène de la relation que c'est Kuroro qui rencontre Néon est géniale. Et à côté de ça, on va voir un passage absolument incroyable, moi que j'aime beaucoup, c'est le combat entre Kuroro et les deux de la famille Zoldyck, à savoir le père et le grand-père de Kirua. Et là, on va nous montrer toute la puissance des uns et des autres. On va se rendre compte que dans la famille Kirua, c'est quand même des monstres de puissance, mais que Kuroro, il n'est pas sans reste, et on va comprendre un petit peu comment il peut être aussi dangereux et aussi respecté de la part de la brigade, tout en nous donnant et nous montrant un peu plus de choses de la part sur son pouvoir qui restait jusqu'à présent très discret et sur lequel on avait très peu d'informations. Je trouve même qu'il brille plus que les deux Zoldyck, parce que les deux Zoldyck, ils paraissent hyper puissants, et au final, ils sont 2 contre 1, et malgré tout, c'est lui qui s'en sort, entre guillemets, quoi. Ouais, mais après, il y a le... Il y a le truc, justement, que dit le grand-père, qui analyse très vite, très rapidement les pouvoirs et la capacité de voler. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est Silva qui dit, attention, père, il a la capacité de voler les... Et oui, on verra un petit peu plus tard que Silva, a priori, il l'aurait déjà rencontré avant. Ouais. Et ça, c'est le truc, c'est que effectivement, ils sont peut-être aussi sur la réserve, parce que leur meilleur coup, il veut pas se les faire piquer. C'est exactement ça. Mais du coup, ça fait partie de sa force, et ça fait partie du fait que tu peux pas te donner à fond contre lui, sinon il peut retourner ton pouvoir contre toi. Et du coup, tu as toujours ce jeu de bluff. Et je voulais juste revenir, juste avant qu'on ait cette confrontation-là, ce que je trouve absolument génial, pareil en termes de mise en scène. Kuroro, vraiment, la mise en scène, elle est incroyable, je trouve, dans ce moment. C'est-à-dire que vous vous rappelez, au niveau, on commence, il est de dos, on le voit pas, il est mystérieux, mais là, c'est en prise, tout le monde le respecte, c'est le boss. Ensuite, il y a vraiment ce côté, on voit juste ses victimes. On n'a pas vu comment il a fait pour s'en débarrasser. Donc c'est vraiment le côté, voici les victimes du serial killer, presque. Lui, on voit juste serein, mais presque ensanglanté, enfin, qui est effrayant, quoi. On voit juste qu'il est redoutable de par sa position au sein de la brigade. Ah oui, complètement. Complètement, Angers.
d'une cruauté sans égard, quoi. Donc rien que ça, je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est génial. Et puis après, le combat, comme vous l'avez dit. Et juste avant le combat, j'ai oublié de préciser, mais il va rencontrer Néon notamment pour lui voler son pouvoir, et on va voir qu'en fait c'était l'un des objectifs principaux de Kuroro. Et en parallèle, il fait bien de préciser, l'un des objectifs principaux de Kuroro. Et en parallèle du combat avec le père et le grand-père Zoldyck, il va se passer que certains membres de la mafia, certains parrains, vont mourir des mains de la brigade, ce qui va stopper le combat net, puisque les Zoldyck vont expliquer qu'en fait, c'est un contrat et qu'à partir du moment où le commanditaire est mort, les commanditaires est mort, le contrat s'arrête et qu'ils ne font pas c'est du ça. taf, c'est pas du plaisir. Voilà, ils font vraiment ça pour le travail et que ce n'est pas du plaisir. Mais ça montre encore une fois ce que j'aime beaucoup. D'ailleurs, la brigade qui élimine les parrains, si je puis me permettre, c'est disons que oui, mais par un intermédiaire. Disons que c'est Kuroro qui a payé quelqu'un pour le faire. C'est ça. Il y a 2 contrats qui sont lancés finalement. Oui, c'est ça, exactement. Chaque partie a lancé un contrat sur l'autre. Et du coup, pour revenir sur ce que je disais, c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce parallèle par rapport à d'autres shonen où le combat ça va être un plaisir. On peut penser notamment à Dragon Ball Z, on peut penser à Naruto où le combat c'est du plaisir et en fait c'est même l'essence de certains personnages. Ici, les Zoldyck, en fait, c'est tout le contraire. C'est un travail. À partir du moment où le travail s'arrête, c'est terminé. Ils n'iront pas tester leurs capacités, leurs limites, même si Kuroro le propose en fait. C'est quand même très intéressant. Dans la baston, non, c'est pas. C'est ça. Ce que j'aime énormément aussi avec Kuroro, parce que c'est un personnage moi que j'apprécie beaucoup dans le manga, qui est un antagoniste très charismatique. On l'a dit, comme tu l'as dit, Hisoka, dénué de sentiments, cruel, mais pour autant pragmatique. C'est un maître des échecs d'une certaine manière, et on va pouvoir faire tout le parallèle avec Hisoka justement. Hisoka dont on va apprendre qu'il est là uniquement pour se battre contre Kuroro, qui lui justement est un passionné de combat et qui ne vit que pour le combat et qui est un peu là aussi pour l'ego et pour se jauger vis-à-vis de Kuroko, qu'il sait être fort sans vraiment tout connaître de lui non plus. C'est ça de façon pour finalement, les membres de la brigade ne connaissent pas les capacités des autres. Ça reste leur jardin secret. Ils sont de toute manière, on voit bien qu'il y a une espèce de toute manière pas d'antagonisme, mais ils sont pas vraiment amis, quoi. Il y a peut-être un petit groupe. On va voir par la suite qu'il y a un noyau dur, mais il y a des membres rajoutés et la confiance. Chacun ses secrets. C'est un groupe qui est là pour le profit. Globalement. Je suis même pas sûr si c'est le profit, tu vois. Moi, je trouve que je suis plus mélangé par rapport à ce groupe, parce que comme vous l'avez dit, il y a quand même des liens vraiment forts entre certains membres du groupe. On l'a dit, on a commencé par Nobunaga et Ozugin, qui sont des vrais frères d'armes. Tu disais, Flavien, pardon? Et il y a des pièces rapportées à côté. Ouais. Et oui, puis clairement, il y a des pièces rapportées. On voit bien qu'il y a même quelques tensions, même, tu vois. On voit bien que même Machi et Hisoka, ils se connaissent, ils se révèlent de 3 choses, mais enfin, ils adorent pas travailler ensemble non plus. C'est vraiment juste pour le boulot, quoi. Et donc, il y a des choses comme ça, mais à côté de ça, c'est vrai qu'on va le voir. De toute façon, il y aura quelques tensions au sein de la brigade, parce qu'il y aura des enjeux considérables par la suite. Je voulais rebondir, mais t'as peut-être pas fini. Mais j'ai juste rapidement finir, parce qu'on arrive très rapidement sur le chapitre 100 et 101, du coup, où il va y avoir une confrontation et où on va nous laisser penser que toutes les araignées sont mortes, ce qui est bien sûr faux, puisqu'on apprendra par la suite qu'ils auront utilisé d'autres corps pour se faire passer pour eux. Et on finit le chapitre grosso modo sur un appel de Kurapika qui va appeler Kon en disant plus besoin de chasser la brigade, puisque finalement ils sont morts. Ce qui va nous laisser sur une dernière case avec la brigade quasiment au complet, sans Uvogin. Et par la suite, potentiellement, une rencontre entre enfin Gon, Killua et Kurapika. Et Léolio. Merci. Donc voilà, moi c'est encore une fois un passage que j'adore, alors beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rythmé que tes chapitres, du coup Julien, qui sont, mais qui nous montrent beaucoup de choses en termes de force, de personnalité, d'objectifs, parce qu'on l'a dit, chacun a ses objectifs, ils sont tous divers, variés, plus ou moins complexes en fonction des personnages. Parce que Gon, voilà, il chasse la brigade, mais il chasse la brigade notamment en lien avec le jeu. Enfin, il y a les objectifs principaux, il y a les objectifs financiers, c'est ce qui est intéressant aussi, je trouve, et on en apprend beaucoup plus sur la brigade, cette espèce de famille qui vient d'ailleurs,
mais je laisserai dire la personne concernée là-dessus, et sur ce qu'ils impliquent aussi vis-à-vis du monde et des yeux de la société. Enfin, c'est encore une fois, ouais, moi, c'est un personnage que j'adore. Donc, puis le passage avec moi, Nobunaga, qui veut faire du coup rentrer Gon et Killua dans la brigade et qui va les enfermer dans une pièce. On va voir c'est le Zetsu, je crois que c'est oui. voilà. Non, c'est le N. Le N, voilà. Excuse-moi. Ouais, le N. Tu l'as dit tout à l'heure. Hein. Donc le N qui du coup est une composante importante et voir comment ils peuvent s'en sortir et tout. Je trouve ça enfin, c'est vraiment un chapitre où tu as énormément de tension parce que tu sais pas comment ils vont s'en sortir. Et tu sais que le combat de face, ça passera pas. Donc il faut qu'ils trouvent une manière de faire. Et ça, c'est un truc que j'apprécie vraiment dans Hunter x Hunter, c'est que les échelles de puissance, elles sont pas renversées tous les 4 matins. Elles font pas tout. Et elles font pas tout. Mais il y a une échelle de puissance et tu sais que si tu y vas direct, frontalement, tu vas te faire dérouiller. Là, si Gon et Killua, ils y vont frontalement, ils vont pas juste recevoir une petite fessée, tu vois. Ils vont se faire découper. Mais on sent pas mal que Togashi, c'est un fan de jeux vidéo dans Hunter x Hunter. À un moment, il parle de niveau 4, niveau 8, niveau 10, quand il parle de Nen. Et puis même là, tu vois, c'est comme si on voyait une barre puissance, intelligence, stratégie. On voit bien qu'il y a d'autres atouts. On peut avoir d'autres atouts si on n'a pas principalement celui de la force brute. Je suppose qu'il se mettait en arrêt quand il y avait un Dragon Quest qui sortait. Tu vois. Bien sûr, c'est clair. Et justement, je voulais rebondir sur juste les fameuses percées de côté et tout, quand ils trouvent cette stratégie, quoi. Et en fait, à plusieurs reprises, je crois 2 reprises, Killua, il dit à Gon, en gros, je vais faire la part, profites-en pour t'enfuir, quoi. Et les réactions de Gon sont géniales, quoi. Et Gon, il regarde, mais qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Il l'envisage même pas une seconde. Et il y a vraiment ce genre de choses qui peut être une stratégie presque militaire assez logique. C'est-à-dire, en gros, couvre-moi, moi je vais essayer de faire le truc, tu essaies de te barrer, puis moi, si je peux, je te rejoins, choses comme ça, et ça, c'est vraiment génial. Et la réponse de Gon, à un moment, c'est l'inconscient du groupe, c'est moi. Toi, t'es celui qui garde son sang-froid et me calme, celui sur qui on peut compter. Je trouvais que c'était très lourd de sens. Sous-entendu peut-être en extrapolant que Gon ne serait pas si fiable que ça, alors que Killua, lui, il l'est. Peut-être paradoxalement parlant, mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Mais leur relation depuis le début du manga et leur évolution, enfin l'évolution de la relation, je la trouve très puissante entre les personnages. De Gon et Killua d'abord, puis ensuite, on va voir que ça s'étend au groupe entier. Et il y a notamment une scène bien plus tard qui va le résumer parfaitement, quoi. Ouais, et je voulais rebondir aussi sur le fait que... Ah ouais, je trouve ça génial. Tu vois, on parlait un petit peu de la politique, de plein de choses. Donc on a compris que c'est la communauté mafieuse, un petit peu, qui organisait la vente aux enchères. On apprend que 60% de la campagne électorale du maire, d'ailleurs, Shin City, ont été financés par donc la communauté mafieuse, et que le préfet de police est un proche du maire. Parce qu'à un moment, Kurapika, il se demande, mais comment ça se fait qu'on a autant de facilité, en fait, à aller n'importe où, et que la police, elle nous laisse faire. Ah bah voilà, t'inquiète, il y a le match. Petit tacle politique de la part de Togashi qui fait plaisir. Complètement. Et puis sur Kuroro... J'ai bien aimé. Vas-y, excuse-moi. Un autre truc que j'ai bien aimé par rapport à Nobunaga, tout ça, c'est qu'à un moment, tu as toute une page qui réexplique un peu le Nen, enfin le N, etc., après qu'il soit échappé de la pièce, et qu'en fait, tu tournes, et ils sont en train de se barrer. Et en fait, ça prend totalement le lecteur à contre-pied parce que tu sens que tu es dans un moment de tension et tout. Et il te met une page d'explication. Donc, tu attends à ce qu'il y ait quelque chose derrière. Et tu tournes, en fait, ils se sont juste barrés et ça désamorce toute la tension. Parce que tu te dis, bah oui, en fait, c'est logique. Ils n'ont pas besoin de l'affronter à ce moment-là. Où ils voient bien qu'ils c'est lui qui est dans sa logique d'affrontement. Mais eux, ils sont plus dans la fuite. Pas du tout, Et c'est vrai que sur le coup, quand tu le lis, tu fais, bah ouais, c'est logique. Mais tu es tellement formaté par ta manière de lire du shonen ou du manga, enfin même des comics, quand il y a un combat et voilà, tu résous la situation. En fait non, c'est pas logique. Et juste là, c'est en une page, il te fait monter la tension un coup, il a des amorces. Ça moi j'adore. Vraiment, c'est ce genre de petits détails. Ça permet aussi, pour moi, il y a deux choses. Effectivement, tu as raison, il y a cet affrontement qui ne reviendra jamais parce qu'en fait, ils sont enfuis pour se suicider juste après, en combattant. Mais il y a aussi le rapport avec les Zoldyck. Parce qu'en fait, dans cet extrait, Nobunaga il dit qu'il peut tenir son haine sur environ 4 mètres. Et après, on voit les Zoldyck où Zeno il dit ouais, bon, moi, c'est 100 mètres, mais ça me fait un peu mal, quoi. J'aime pas trop, quoi. Donc, déjà, tu as un rapport où tu vois bien l'utilisation très différente. Parce qu'il y a une utilisation
d'attaque dans le périmètre, personne ne pourra l'approcher, ou là où ça va être de la détection, où est-ce qu'il est en fait. Je vais pouvoir le détecter grâce à mon naine. Il y a deux parties assez, et puis surtout ça montre l'échelle de puissance. Tu parlais tout à l'heure d'échelle de puissance. Oui. On voit quand même qu'il y a un vrai gap. Oui, c'est des choses qui sont réutilisées après sur le long terme, mais sur le moment, tu as un outil, une utilisation sur le moment, désamorcer la tension, me faire monter la tension avant de la désamorcer, et je vous ai perdu. Je suis d'accord. Non, c'est bon. Non, et pas du en tout. plus, ça sert sur le long terme. Je sais pas, comme j'entendais rien et que je voyais figé, je croyais que c'était bloqué. Non, mais on arrête de parler quand tu parles. Hein. On t'écoute. Après, oui, vous m'écoutez, vous buvez mes paroles. Après ce chapitre, moi je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais cette partie où la brigade va attaquer tout le monde, ça fait très film à l'américaine avec des explosions partout et justement Kuroro en chef d'orchestre. Mais moi j'en ai pensé à un en particulier, à un film en particulier justement, à la fenêtre en plus d'un immeuble. Ah, tu penses à Hit? Moi j'ai pensé à Fight Club. Ouais, et ça aussi. Effectivement, avec Kuroro en chef d'orchestration du chaos dans une ville à feu à sang en arrière-fond, je trouvais que c'était presque cette espèce de poésie destructrice là. Et c'est pour ça que je trouve ton titre Requiem est parfaitement bien très graphique en plus. Moi, je suis vraiment entre Iso et Flavien pour le ressenti, c'est-à-dire que j'ai autant ressenti la tension qu'effectivement j'ai ressenti une pseudo-poésie dans l'écriture et dans le dessin et vraiment c'est une partie des chapitres qui m'a beaucoup emporté sur la lecture, donc très agréable à lire. Et toi, Julien, du coup? Moi j'ai cet aspect effectivement très film d'action. Moi j'ai trouvé ça. Et puis il y a aussi cet aspect qu'on va découvrir par la suite, mais inarrêtable finalement de cette brigade. On a l'impression que de toute manière, alors là en plus ils avaient un coup d'avance en faisant un contraste sur les parrains, mais c'est vrai que on parle souvent de stratégie, etc. Mais là, de toute façon, ils n'y vont pas les mains comme ça. Hein. Ils savaient déjà où ils allaient, comment faire. D'ailleurs, comment dire, on peut voir, Kuroro, il a déjà réfléchi à approcher Néon en sachant que c'était la fille Nostrade, qu'il y avait quelqu'un, etc. Donc, rien n'est laissé au hasard, en fait. Rien n'est laissé au hasard. Il y a vraiment... Ouais, cette page. Oh là là. Elle est magnifique, cette page. Il y a une autre page que j'ai trouvée magnifique, c'est vrai que j'en ai pas spécialement parlé, mais il me semble que c'est dans mes chapitres. C'est le pouvoir qu'utilise Kuroro pour faire manger quelqu'un. Quelqu'un qui se fait manger par avec son poisson, là. Un espèce de poisson de naine. C'est juste avant, ouais. C'est juste avant, et je trouve la page géniale parce qu'encore une fois, il y a une espèce d'inspiration science-fiction. On pourrait penser à Stargate, on pourrait penser à Dune, on pourrait penser à plein de choses. Cette page est magnifique. Je la trouve magnifique, la page de chapitre. Il y a des covers, dans les covers de chapitres, j'ai trouvé qu'ils faisaient comics, ils utilisaient des symétries, il y a des trucs qui sont incroyables. Et puis les poissons, tu les vois vraiment dans la page juste avant, là, qui se baladent devant la fenêtre. Ouais, t'as raison. Alors, on voit pas très bien, mais il faudrait que j'arrive à faire le point dessus. Voilà. Et puis, il y a aussi un côté très body horror avec ce combat où la personne, il y a juste un bout de visage qui tient. Voilà, elle est fixée au mur et tu dis, mais... elle crie. Ouais. Pourquoi est-ce que je suis encore en vie? Ouais, c'est ça. C'est horrible. J'ai trouvé que c'est ça la cover symétrique dont je vous parlais, que je trouve assez géniale. Oui. Vraiment, les covers, je trouvais très belles. Ah, les covers sont belles, ouais. Franchement, il fait bien son travail. Voilà. Est-ce que je passe à la suite? Allons-y. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Je voulais juste, excuse-moi, je vais juste rajouter, mais je vais être très rapide, hein, promis. Rajouter 2-3 trucs que je trouvais vraiment très chouettes, c'était... Oui, tu l'avais dit, Hergé, il avait quand même 2 objectifs de vol, Kuroro. Il avait le Ghostwriter, la capacité de Néon Nostrade, et il voulait, je pense, le Dragonhead, et mince, aidez-moi. Zeno, le grand-père. Que Zeno a fini par sortir quand même, mais il n'a pas pu voler sa capacité, et d'ailleurs on le voit quand il est écroulé sur le sol, il fait « Ah, j'ai pas réussi », et c'est clairement son objectif qu'il n'a pas réussi. Après dans ces contraintes, dans ces critères, je pense qu'il y a quand même, il faut que l'utilisateur explique un petit peu comment il le lance, quoi. Tu vois, Néon, elle explique
exactement les règles clairement. pour pouvoir lancer son N, etc. Donc bon. D'ailleurs, là aussi, on voit toute la qualité, la faculté d'analyse des Oldies, quoi, parce qu'ils ont très vite compris, à chaque fois, ils arrivent à anticiper le moindre des coups de Kuroro, et Kuroro s'en rend compte. Et d'ailleurs, il demande en 1 contre 1, là, qui c'est qui aurait gagné, là? Dis-moi franchement. Hein, je sais pas, c'est probablement moi, mais sauf Non, il ça a dit, dépend c'est moi, si évidemment. si tu te donnais à fond, ce serait autre chose, quoi. C'est moi, évidemment. Si tu Ouais. te donnais à fond, ça serait peut-être autre chose. Ouais. Mais Donc, sinon, c'est encore lui, une fois, on évidemment. veut pas montrer sa pleine puissance. Tu parlais de la dissimulation, des facultés cachées, on veut pas montrer sa pleine puissance, tout ça. Je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Et rapidement aussi, on a vu Kurapika, je crois que c'est bien dans le chapitre 101, où il sort un petit peu de ses gonds, parce qu'on voyait un des mafieux, Oui. Zenji, Ouais. Oui, qui exact. gonfle depuis un moment. Et là, il sort un petit peu de ses gonds, et il a des certaines envies de meurtre, et on voit la Kurapika un petit peu. Togashi il s'amuse, on voit tout de suite l'aura meurtrière de ses personnages, il arrive bien à la dessiner et la retranscrire. Surtout, il apprend que la brigade est morte à ce moment-là. Ouais. Et du coup, Ouais. ça Ah oui, c'est pour l'enrage ça, parce que il c'est est pas pas lui d'humeur. qui Bah les oui, a donc, tués. il peut pas assouvir sa vengeance, il peut pas mettre la main sur les pupilles, c'est une catastrophe. C'est ça. Lui, sa vie s'effondre en fait à ce moment-là. Et tu te rends compte qu'il vit que pour la vengeance à ce moment-là. Ce qui sera un peu compliqué. Du coup, en parlant de la brigade qui est morte, en fait, on commence le chapitre 110 avec un chapitre d'exposition, un morceau d'exposition en tout cas, où on nous présente 102. un jeune Tu homme. commences par le chapitre 102, parce que si tu commences par Ouais. le chapitre 110, c'est que tu es à 102, pardon, jusqu'au 110. Bah, Bien tu sûr. peux, après, c'est. Je fais c'est ces pas- Mais il est chapitres-là. pas fiable, Pourquoi il reste dans cette émission? Du coup, Je veille au en grain, gros, je suis toujours là, t'inquiète. Je suis le maître Capello. t'as quelqu'un qui est soi-disant un super hacker qui peut trouver n'importe qui, etc. Et en fait, il trouve aucune trace de la brigade fantôme, d'aucun des membres de la brigade fantôme. Ce qui est étonnant parce que Hisoka, du coup, voilà, on va en reparler. Ou alors après, on sait pas. D'un côté, je dis ça, mais on sait pas. Mais en fait, ils sont nés dans une ville fantôme qui s'appelle la ville de l'étoile filante, qui est en gros une décharge à ciel ouvert où les gens Oui, ça, c'est moi déposent joli. leurs déchets et leurs cadavres, déposent des enfants, déposent des choses comme ça. Et on apprend que dans cette ville décharge, les gens prennent soin les uns des autres. Et même s'ils ne s'entendent pas tous très bien, on va le voir plus tard, au moins s'il y a une des personnes qui est dans cette décharge à qui on s'en prend, on a l'exemple de quelqu'un qui a été arrêté à tort parce qu'il venait de cette ville-là et qu'il y a eu un meurtre et on pensait que c'était lui. Quand finalement on s'est aperçu que c'était pas lui, que c'était diffusé aux infos, il y a 31 personnes qui vivent dans cette ville-là qui ont été se faire sauter sur les 31 personnes impliquées dans l'arrestation de celui qui avait été accusé à tort et qui venait de l'étoile filante, de la ville de l'étoile filante, et qui les ont tués du coup. Et on voit qu'en fait, pour une personne qui a été accusée à tort et tuée, ils sont prêts à sacrifier 31 personnes pour tuer 31 personnes, ce qui montre qu'il y a quand même une sorte de fanatisme aussi dans la justice qu'ils appliquent eux-mêmes. On sait que ils acceptent tout, ils récupèrent tout ce qu'on veut bien leur donner. Par contre, il ne faut pas leur reprendre. Je ne sais plus exactement les mots qu'ils disent, mais je ne l'ai plus là. Nous acceptons tout, alors ne nous reprenez rien. Et du coup, on voit qu'il y a quelque chose dans cette mentalité de très absolu. Et du coup, ça correspond parfaitement à la brigade qui, elle aussi, est très absolue. Et là où je disais qu'Hisoka, on ne sait pas, c'est que tous les autres, globalement, on sait qu'ils sont nés dans cette ville-là, ou en tout cas qu'ils ont été recueillis par cette ville-là. Hisoka, on n'est pas sûr. Et dans cette ville-là, il n'y a aucun registre, il n'y a rien. Et si quelqu'un n'existe pas dans les registres, c'est parce qu'il vient de là-bas. Après, je viens de regarder, mais sur les cadavres qu'on voit, il n'y a pas Hisoka. Il y a justement que les membres un petit peu cœur de cette équipe. Peut-être parce que celui qui a le nen peut pas faire autre chose que des gens qui connaissent très bien. Je sais pas. Et je sais pas si tu comptes parler un petit peu plus longuement de la ville de l'étoile filante, mais je crois qu'à un moment on nous dit, je sais plus si c'est Léolio qui revient un petit peu plus tard, que c'est peut-être l'endroit le plus peuplé de leur univers, avec entre 8 et 10 millions d'habitants, quoi. Ouais, je l'aurais pas dit honnêtement, mais non, mais voilà, je pense à le dire vite fait comme ça pendant que j'y pense. Et sinon, ensuite, on a Nobunaga qui veut lui rester à Yorkshire City pour venger Uvo, alors que le chef de la brigade et les autres membres veulent partir. Dans le même temps, on va avoir la réunion entre
les 4 protagonistes de base, Leolio, Kurapika, Gon, je cherchais la page, on les voit qui sont réunis juste ici. Et en fait, Leolio va demander à Kurapika, mais comment t'as fait pour vaincre un membre de la brigade alors que tu maîtrises le nen depuis quelques mois seulement? Et en gros, Kurapika va leur dire, bah non, je peux pas vous expliquer, c'est pas possible parce que ça ne s'applique qu'à moi. Vous pouvez pas vous l'appliquer et en plus, ça ne fonctionne qu'avec les membres de la brigade. Et du coup, il va expliquer la chaîne, enfin la condition et le serment, et on va se rendre compte qu'effectivement, ça peut pas être utilisé par quelqu'un d'autre. Sauf que Gon, il va paniquer parce que il va se dire, mais en fait, si on se fait, enfin, t'es fou de nous dire ça, parce que si à un moment donné quelqu'un l'apprend, en fait, ça peut te mettre en danger. Surtout qu'ils apprennent très rapidement que la brigade fantôme, en fait, n'est pas morte. Et donc, Gon va demander à Kurapika de lui appliquer un serment, une condition, pour que s'il se fait toucher, il meurt. Sauf que Kurapika va lui dire, non mais je t'explique, en fait, on pourrait faire ça, 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 ça. C'est possible parce que ça, ça, ça. Beaucoup d'expositions sur comment fonctionne le nen. Lisez, c'est très bien. Mais je vais pas tout vous résumer parce que sinon, il faut tout que je résume. Et c'est franchement long. Et du coup, il lui dit à la fin, mais par contre, je peux le faire. Mais je le ferai pas. Juste, je vous fais confiance, vous êtes mes amis. Et si vous deviez dévoiler mon secret, bah tant pis, je sais que vous auriez pas fait exprès. J'ai pas Ce que j'ai adoré, c'est que la preuve de la détermination, au départ, elle devient une preuve d'amitié. Ouais, une démonstration d'amitié. Et ça, c'est génial. Et c'est là où on voit que le groupe prend de l'étoffe, quoi. Que c'est vraiment, finalement, c'est même. Est-ce que Kurapika se rend pas compte même déjà de l'importance que sont en train de prendre ses amis, quoi. Encore une fois, c'est un nouveau but à sa vie. C'est tout ce qui a été semé auparavant, les graines qui ont été semées par Togashi, qui prennent sens dans la confiance, dans l'amitié, dans la relation, dans tout en fait. Et en fait, encore une fois, même si ce moment est très très grave dans le manga, parce qu'il y a un ton très grave dans ce qui est dit et même dans le regard des personnages, etc. Je trouve que c'est touchant, en fait. C'est touchant et il y a une douceur qui se dégage de ce moment-là également. Et c'est là où Togashi il est fort. Surtout le moment où il dit « J'ai dit que je peux le faire, mais je veux pas le faire. » C'est le moment où il désamorce toute la situation en disant « Non, mais il n'y a pas besoin. » Et là, ça finit par des rires, il finit par faire des blagues et tout. On sent que tout à coup, on dédramatise une situation qui était hyper tendue parce qu'ils parlaient de risquer leur vie. Sa vie, ça change rien. Ils vont quand même risquer leur vie, ça change rien. On va y revenir. Cette fois dans la camaraderie. C'est ça. Et tu as dans le même temps la brigade fantôme qui va, elle, profiter du nouveau pouvoir non, j'ai plus le nom. Du chef. Kuroro. Kuroro. Pour faire des prédictions pour savoir s'ils doivent ou non rester à Yorkshire City. Et c'est là où Hisoka va utiliser sa texture trompeuse pour l'appliquer sur sa prédiction pour faire là aussi, pardon, excuse-moi, Togashi nous rappelle qu'il peut faire plus de 1000 textures différentes. Ouais. Ça. Par exemple, quand on dit les infos inutiles, 1000 textures, il peut faire tout, végétal, animal. Et moi, il y a une page qui m'a beaucoup plu dans ce moment-là, c'est la page 40 du tome 12, où on a Hisoka. J'adore la cover du tome 12 d'ailleurs. Oui, elle est géniale. La page, Flavien. Ouais. Où il dit, lui, il me plaît. Ah bah oui, avec parlant de gros sur le pantalon. En mode, et là, encore une fois, on voit l'excitation d'Hisoka pour le combat. Désolé, ma caméra ne veut pas faire le point. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce passage-là là, que tu racontes, Flav, c'est d'une part que, certes, Kuroro, il a volé une capacité, mais il y a toute une partie d'essayer de la comprendre, notamment sur les prédictions. Je trouve ça hyper intéressant. Et deuxièmement, encore une fois, on nous montre à quel point Hisoka est un stratège. Et oui, parce qu'en plus, c'est très fort. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que du coup, en fait, il y a une prophétie, si c'est une prophétie, qui dit, une prédiction qui dit que il y a la moitié des membres de l'araignée qui vont mourir s'ils restent à Yorkshire City. Du coup, décision est prise de partir. Pour confirmer ça, il va le faire à plusieurs membres. Et Hisoka, lui, qui veut rester, parce qu'il sait que s'il reste, il va affronter Kuroro, et c'est son but ultime. Il se dit, bon, bah, je vais modifier cette partie-là. Par contre, il ne modifie pas le fait que on l'accuse d'avoir vendu les secrets de la brigade. Donc, il se met en porte-à-faux. Et en plus, il met un faux passage où il dit que s'ils partent, de toute façon, il y aura 5 personnes qui vont mourir ou plus, je sais plus.
mais pour que les autres décident finalement de rester, parce qu'au moins ils peuvent se venger. Ils perdront des membres, quoi qu'il arrive, mais au moins ils peuvent se venger. Sauf que ça, c'est faux, et on sait que Machi, je sais plus comment elle s'appelle, la fille là, ouais, qui c'est ça. l'avait soignée, Ça. elle Fil connaît de- la texture trompeuse, mais on nous Ouais. précise qu'elle ne sait pas que ça peut s'appliquer à autre chose que lui-même. Et c'est Exactement. là où tu vois qu'en fait, on t'apprend que les membres de la brigade ne connaissent pas tous leurs secrets, et notamment que Hisoka ne connaît pas les secrets de tous les membres de la brigade. C'est pour Ouais. ça qu'il n'a pas pu dévoiler les secrets de tout le monde. Mais on apprend aussi que, en fait, il donne des informations sur Kurapika, sur le fait qu'il y a peut-être un serment, qu'il y a peut-être une condition, qu'il y a peut-être quelque chose dans son corps qui fait que il ne peut pas en dévoiler plus. Et du coup, en fait, en faisant ça, il en dévoile un peu sur Kurapika. Ouais, mais en fait, il fait plus des suppositions que de savoir vraiment ce qu'il a. Non, c'est ça. Pour moi. Oui, Mais mais il donne des indices. Après, on voit bien de toute façon qu'il y a, avec la condition et le serment, on voit bien qu'il peut y avoir ce type de choses. En fait, oui, s'ils arrivent justement à capter aussi Ouais, vite, c'est ça. c'est que ils ont déjà rencontré. Ce qui est très Oui. marrant aussi, c'est qu'il nous fait il fait effectivement, comme tu l'as précisé, il connaît pas toutes les capacités des membres, mais il bluffe aussi sur ceux qu'il connaît, parce que tu vois, Oui. il est quand même vraiment filou, cet Hisoka. Oui, parce qu'il avait dévoilé la capacité que de Shizoku et de Uvogin seulement, et il dit qu'il en a révélé 8. Donc vraiment, il est tout le temps, en fait, il ment tellement à tout le monde que c'est impossible de déceler le vrai De du savoir, faux chez ouais. Hisoka. Par exemple, on l'avait vu dans les tomes précédents, Hisoka, tu vas où? Encore faire un mauvais tour? Bah évidemment. Et là, on le voyait déjà, et c'est pour ça qu'il ne peut pas, de toute façon, mentir sur le fait qu'il est en train de trahir, pas trahir, mais vendre la moitié des informations à d'autres. Oui, pour profit personnel. D'ailleurs, Kuroro n'est pas surpris plus que ça. Non. Ouais. Et tu sens même que, ok, genre, d'accord, oui, c'est un risque, on le Ça. connaissait. Bon, ça, oui, c'est ok, c'est pas grave. C'est aussi lié à sa position dans la brigade, parce que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui l'aiment pas. Alors, Non, je bien sais sûr. plus exactement comment il est entré, s'il a tué le précédent ou pas, ou si suite crois à que la c'est mort ça, du ouais. précédent, il Je l'a crois qu'il l'a remplacé. tué. Je sais plus exactement, je m'en souviens plus, mais on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient pas. Et globalement, même s'ils apprécient ses capacités, c'est là où on est sur Oui. deux choses différentes dans les membres de la brigade, entre le cœur et comme tu disais, les pièces rapportées. Ils le disent, hein, la tête et les pattes, quoi. Il est pas mal question de ça par rapport à l'araignée. Et justement, en disant que. Ils disent même qu'il y a certains membres, alors je sais plus à quel moment, mais je crois que c'est dans ces chapitres-là, qu'il y a certains membres qui sont plus facilement remplaçables que d'autres. Tu vois, Ouais. il n'hésite pas à nommer, il dit toi Et et il parle toi. même bah, de vous. lui-même en tant que remplaçable. Ouais, tout à fait. Ou alors que pourtant sa capacité, elle me semble plutôt singulière. Mais bon, après, ça c'est un autre débat. Mais après, il parle de, par exemple, la Kurotopie. Kurotopie qui est. Je crois que c'est ça son nom. C'est lui qui permet de dédoubler Le justement cousin soit machin. les. Voilà, cousin machin, Ouais. exactement, pour les fans de la famille Adams. Donc, soit qui peut dédoubler des objets ou des immeubles, etc. Enfin, on va le voir, c'est celui vraiment qui a un pouvoir assez précieux. Et Paku Noda, qui elle aussi a un pouvoir très précieux, dont on parlera un petit peu plus tard. Ah ouais. Mais Ouais. c'est Et du coup, il y a plein de choses. vas-y. Mais non, je te Oui, prie, non, je finis, puis après on en reparle. Mais et en fait, après, ça va être globalement la stratégie des deux côtés qui se met en place. Le côté Gon pour essayer de récupérer un membre de la brigade, pour en arrêter un. Et de l'autre côté, la brigade qui va essayer de trouver l'homme aux yeux rouges, aux yeux écarlates, donc l'homme aux chaînes. Oui, parce qu'entre temps, je sais plus si tu l'as dit, mais Hisoka a dit, a prévenu Kurapika que les cadavres étaient faux. Oui, voilà, je l'avais dit tout à l'heure. Enfin, j'ai dit qu'ils tu avaient l'as dit, su, excuse-moi. j'avais pas dit que c'était Kurapika, j'avais pas dit que c'était Hisoka. Non, mais Ouais, j'avais dit que je t'avais su. suis fatigué. Et du coup, les deux vont converger plus ou moins vers le même but. Et Gon et Killua vont se faire choper en train de filer Kuroro. Ils vont dire ah désolé, on arrête de vous suivre, c'est bon. Et en fait, ils vont se faire choper. Il faut savoir pourquoi ils le font. Parce que là, justement, Kurapika a manqué de sang-froid. Et les prend en filature de beaucoup trop proches, alors qu'ils sont mis en garde par Senritsu, par Killua, en disant tu vas te faire repérer, arrête, prends ton temps, parce qu'il est, voilà, il est encore en colère. Et d'ailleurs, à un moment, Senritsu qui lui fait une morale incroyable, quoi, qui lui dit d'ailleurs, Killua ne bronche pas. Qui lui dit mais voilà, ton attitude inconsidérée, inconsciente, c'est pour ça que Gon il s'est dévoilé. Et d'ailleurs, encore une fois, on parlait tout à l'heure de Killua qui sauvait la mise de Gon. Cette fois, c'est Gon qui sauve la mise de Kurapika. Ouais. Tout à fait. Et du coup, ils se font choper.
Et Nobunaga retrouve avec je sais plus qui, retrouve celui qui est le pote de Kurapika qui a des chiens, là, je sais plus comment il s'appelle, qu'on a vu un petit peu, qui est un tueur à gages. Attends, je l'ai noté, bouge pas. Parce que Et du coup, voilà. il va lui arriver des bricoles à ce monsieur. Et voilà. Et Il le beaucoup sent venir. d'expositions et beaucoup d'explications pour préparer la prochaine phase d'action. Il y a un truc que tu n'as pas dit qui me semble très important, c'est dans les discours de Kurapika vis-à-vis de Gon et Killua sur l'explication de ses capacités. Kurapika révèle aussi que quand il a les yeux écarlates, il n'est plus du même naine, du coup, et il n'a plus les mêmes capacités. Ce qui me semblait. Mais ça, on l'avait pas déjà su avant. Ouais, ça avait été déjà dit précédemment, mais c'est juste que là, Kurapika le répète. Il explique en fait au groupe, ouais, effectivement. Mais il se met Ouais, en mais comme on danger l'a en déjà vu, expliquant. c'est pas Moi, ce que j'aime bien, c'est cette partie où il se met en danger pour expliquer à ses amis ses capacités, justement. Oui. C'est petit point, encore une fois, de la force du groupe. Petit point, et puis rappel, effectivement, JDR, où tu as les niveaux, et tu peux pas être tel niveau, etc. Il aime bien ce type de représentation, Togashi, où tu peux imaginer. Je pense qu'il sait que les ça forces parle de aux chacun. gens aussi. Oui. Tu vois. C'est plus clair. Ah, je suis d'accord. Là, tu comprends tout, effectivement, avec ces petits schémas. Ouais, c'est ça. Puis en plus, ce que je trouvais sympa par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que Gon, qui disait tout à l'heure, c'est lui qui était censé être irresponsable quand il disait à Killua, c'est toi qui es censé me calmer. Là, c'est lui qui a fait preuve de sang-froid, de rapidité de décision, en fait, face à l'empressement de Kurapika. Et ça, je trouve que c'est là aussi où on nous montre quand même différentes facettes. Parce qu'à chaque fois, on dit, oh, c'est le rentre dans le tas. Non, il est aussi capable de faire preuve de discernement et de prendre la décision rapide qui s'impose pour protéger ses amis. Et d'ailleurs, encore une fois, le parallèle entre Gon et Uvogin est hyper intéressant, parce qu'il disait qu'ils sont plus forts quand il s'agit de protéger ceux qu'ils aiment. Et d'ailleurs, encore une fois, Kurapika a bien fait de faire du seul à seul face à Uvogin, parce qu'évidemment, en plus, il était encore plus fort en groupe. Donc bon, ça nous dit ça en plus. Tout à fait. Bon voilà, j'ai rien d'autre à dire sur cette partie. Un chapitre où quand même Togashi, via les prédictions, nous met quelques petits énigmes, etc. On peut s'amuser à essayer de comprendre ce qu'il veut dire, ce qui n'est pas forcément sibyllin à la première lecture. Non, on nous donne des indices après, heureusement, parce qu'effectivement, on nous explique que tel mois de l'année est dit de telle manière, ce qui veut dire telle chose en japonais, donc ça nous explique les liens qu'ils peuvent établir entre les chrysanthèmes et autant puis quand tel ils mois, disent par exemple. janvier et novembre, tu comprends, tu vois. Ouais. Janvier-novembre, tu Exactement, comprends que ça peut être le 1 et le 11. Et quand il dit les fleurs de chrysanthème de machin, tu fais où? Oui. Pourquoi pas? Et finalement, ça a quand même un sens vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on a vraiment un côté poétique et assez imagé. Et d'ailleurs, à tel point que quand Hisoka met sa texture trompeuse, tu sens que c'est un autre style d'écriture. Si vraiment on est pinaillé, d'ailleurs, je trouve que c'est. Et bon, faudrait avoir une sensibilité. C'est étonnant que les autres ne réagissent pas plus que ça, tu vois. Ah, c'est ça. Ça se voit qu'ils n'ont pas l'expérience de ce truc-là. Je suis d'accord. D'ailleurs, Vraiment... j'ai été très étonné que personne n'utilise le Zetsu du coup pour détecter la technique d'Hisoka justement. C'est le Zetsu dans les yeux, hein, c'est bien ça. Hein. Le Gyo. Le Gyo. Excusez-moi. Bah ouais, on s'y perd aussi. Mais aucune trace. Il y a un sacré adversaire. Après, tu vois, quelle raison il avait à mentir en fait. Ils peuvent pas imaginer qu'il a un objectif caché finalement. Bah peut-être parce qu'il les a trahis déjà avant et qu'il y a peut-être une condition en plus de trahison. Je sais pas moi. Mais il avoue une trahison déjà. Ouais. Il avoue déjà une trahison, c'est pour ça qu'il le croit et ils vont pas chercher plus loin, je pense. Ouais. Aussi, ouais. Ah moi j'avoue, quelqu'un m'avoue une trahison, je me méfie de tout ce qu'il fait derrière, tu vois. C'est pas. C'est sûr. Peut-être que je suis trop. Mais rien dit qu'il se méfie pas de ce cas. Je veux lire des livres de recettes, toi. Il se méfie parce que du coup il reste sur place avec deux membres avec lui. Il n'est pas en liberté. Mais quoi, tu peux pas imaginer qu'il ait menti sur le texte finalement. C'est compliqué. C'est quand même compliqué. Il explique justement bien qu'il a repris la bonne couleur, la bonne police, etc. Quoi. Pas la police, la bonne calligraphie. Donc ouais, c'est quand même. Il est très fort quand même, hein, parce que pour retrouver la bonne calligraphie. Et rapide. Et rapide. Ouais, parce qu'on lui donne la prédiction, comme ça, il a lu. Alors, t'as dit quoi, Hisoka ? Non, pas le temps. Là. En disant non, là,
Texture trompeuse, mon pote, en 2 temps 3 mouvements. Voilà, tiens, regarde. Il est trop fort. C'est vrai. Ah, c'est super. Dernier Est-ce que j'enchaînerai segment. pas Ouais. Loyauté, j'aime beaucoup ton titre. C'est très bien. Et on dirait que t'as bossé. Hein. Ah ouais, Effectivement, on j'ai commence. moins lu un petit peu les chapitres. Non, mais c'est bien, c'est bien. Tu vois, c'est le prof qui demande, faites des parties et mettez un titre. Bah là, c'est top. On commence avec ce chapitre 111, avec un plan de la ville de Yorkshire City. Ça, j'adore. Avec les emplacements des différents membres en petits bonhommes, là, juste avec leur tête, des différents groupes, que ce soit les membres de la brigade ou de Gon, Kirua, Leolio, Senritsu, enfin, voilà, tous les membres un petit peu, aux différents endroits. Ça, je trouve ça assez excellent. Donc, on a cette espèce de course-poursuite vers la brigade fantôme qui veut mettre la main forcément sur. On l'a dit sur la pupille écarlate, parce que c'est un petit peu la copie de Kurotopie qui leur permet d'être l'espèce d'émetteur Ouais, c'est ça. pour suivre l'homme à la chaîne, parce qu'ils pensent que c'est forcément lui qui est le détenteur des pupilles écarlates du clan Kuruta, parce que c'est bien ce qu'il voulait avoir, sauf que c'est, je l'ai dit, oui, Sukuwara, qui est ce détenteur, et tu l'as dit, Flavien, qui lui, il voyait sa mort annoncée. Hein, de loin, il fait « Oula, oui, je bon. sens que c'est la fin pour moi. » Parce qu'effectivement, il va être interrogé par Pakunoda. Et puis, on le voit, de toute façon, le pouvoir de Pakunoda, on l'avait vu très rapidement via un flashback, parce que quand Kiro, il se demandait, mais à quel moment elle a réussi à extraire ces informations de nous, à de savoir qu'il peut y avoir des liens avec l'homme à la chaîne et tout, enfin, il ne savait pas à ce moment-là, enfin bref, on l'a expliqué. C'est tout ce moment au toucher. Hein. C'est dans le taxi, et sinon, d'où tu connais l'homme à la chaîne, on voit qu'elle met la main sur l'épaule de Gon, et qu'elle a dû faire la même chose avec Kiro. Et donc, forcément, il y a l'introduction de la faculté cachée ici de Pakunoda, qui est le Memory Bullets, dont on nous avait parlé un petit peu avant, parce que à ce moment-là, Togashi aussi s'amuse en début de chapitre de nous montrer, représenter différents membres de la brigade avec leur faculté connue, on va dire ça comme ça. Et donc ça c'est pas mal aussi, parce qu'on voyait la Memory Bullets, nous l'avait présenté légèrement avant qu'ils soient introduits dans les pages, on va dire, intérieures du manga. Effectivement, c'est le fait de tout simplement par un pistolet de naine, avec une balle de naine. Je sais pas si c'est un vrai pistolet, ou en tout cas il y a des balles de naine. Donc, je pense que c'est une matérialisation. C'est un vrai pistolet. Ah, C'est un vrai pistolet. En tout cas, c'est des balles de naine. Bon, écoutez, on va enquêter. Ne vous inquiétez pas, on enquêtera. Ou dites-le nous dans les commentaires si vous le savez, si c'est un pistolet de naine ou un vrai pistolet, mais avec du naine. En tout cas, ce qui lui permet tout simplement de donner, communiquer ses souvenirs. Voilà. Parce que vous le savez, au moindre toucher, elle peut avoir les souvenirs. En tout cas, elle peut poser une question très précise et on ne peut pas s'extirper, on ne peut pas fuir son interrogatoire. Et forcément, du coup, ils savent maintenant à quoi ressemble Kurapika et son nom, justement. Donc, ils ont quand même pas mal avancé. Pendant ce temps-là, Gon et Killua, ils cherchent un moyen absolument pour communiquer avec les Olio, communiquer avec Kurapika surtout, d'ailleurs, et Senritsu sur le top départ du plan élaboré, parce que leur gros problème, c'est la communication à ce moment-là. Donc, on sait que tout va se passer à l'hôtel Beach Takoru. Et là, qui de mieux comme... Oui, vas-y, je t'en prie, Flavien. Alors du coup, c'est un pistolet de naine, parce que quand, à un moment donné, elle ne peut plus être en mesure d'utiliser son naine, et il n'y a plus le pistolet, alors qu'il était là sur la case d'avant. Voilà, donc c'est un pistolet de naine. Je crois que c'est clair. Voilà. Donc, disais-je, toute la scène va se dérouler à l'hôtel Beach Takoru, et qui de mieux comme élément perturbateur que notre cher Leolio, qui là, non seulement dans son côté grande gueule, machin, crève l'écran, et en plus, là aussi, il va faire preuve d'ingéniosité et de rapidité de décision, parce que là aussi, j'ai trouvé que c'était génial. D'un point de vue, les indices qu'il donne à Gon et Killua, il les donne au lecteur, hein, avec les mots en gras, il nous indique un petit peu ce qui va se passer. Et j'ai trouvé que c'était franchement brillant, avec la radio, avec l'heure qu'il est, les chansons, enfin vraiment, cette gestion du rythme, avec plus que 5 minutes, plus que 3 minutes, plus que 2 minutes, avec vraiment Pakunoda qui s'approche d'eux, et qui s'approche du fait de détenir la vérité sur quel est le lien avec l'homme à la chaîne, quel est son point faible ou ses capacités, parce qu'ils savent absolument tout, parce qu'on le sait. Hein. C'est même pour ça qu'ils voulaient une lame de naine pointée sur leur cœur. Par solidarité, ils étaient prêts à mourir pour leur ami. Donc, on le voyait, tu l'as dit, loyauté. Et justement, la loyauté de Gon et Killua vis-à-vis de Kurapika, et on va le voir un petit peu plus tard, justement, lors de magnifiques scènes de... Alors ça aussi, c'est génial, parce que quand ils ont compris, Gon et Killua, que du coup, il y allait avoir probablement une panne de courant à cette heure pile, vu qu'il revoit Nobunaga, et puis, oh là là, il le charrie encore en disant « Mais je veux vous embaucher dans la brigade. Non, 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 jamais on fera partie de la brigade. » Donc, il ferme les yeux, un peu comme des gamins, façon un petit peu je boude.
et ce qui mettait en valeur le caractère qu'on avait déjà vu lors de la précédente confrontation. Ça vient pas de rien. Ça aussi, c'est malin, c'est bien amené. Et là, forcément, en s'habituant un petit peu plus longtemps à l'obscurité, lorsqu'ils devront agir, ils peuvent avoir ce petit temps d'avance, c'est 7 dixièmes, je crois, je sais plus, qui peuvent permettre peut-être de permettre à Kurapika d'intervenir. Voilà, Kurapika et Senritsu qui sont pas très loin. Donc voilà, donc 7 heures, l'heure de départ. Donc ça, je l'ai dit. Oui, alors du coup, parce que Killua avait déjà dit qu'il était vraiment pas loin de se défaire de ses liens, donc là, à ce moment-là, il frappe Pakunoda au visage et il essaie de se défaire aussi de Machi, je crois, dans un premier temps. Mais malgré cette stratégie a priori payante, qui était une très bonne stratégie, Gon et Killua sont quand même pris au piège, en fait, finalement, par d'un côté, justement, Nobunaga et Machi. Ils sont surclassés, de toute façon. Mais ils sont surclassés, absolument. Même s'ils arrivent à profiter de leur petit avantage lié à l'obscurité, finalement, très rapidement, ça n'a pas fonctionné. Mais, est-ce que ça n'a pas fonctionné? Si, parce qu'on s'aperçoit, en tout cas, la brigade se dit, mais où est le boss? Eh oui, le boss a disparu. Donc là, on voit bien que forcément, alors c'est pas tout, parce que le boss a disparu, mais tout d'un coup, il y a un poignard qui est lancé. On ne sait pas qui est l'émetteur, évidemment, associé à ce poignard, un petit message, adressé particulièrement à Paku, évidemment, et si tu dis ce que tu as vu dans la mémoire, je le tue. Donc voilà, menace claire et nette. Voilà, en plus, je crois qu'il y a du naine dans ce message, parce que je ne sais pas si c'est ce qui lui permet de voir, elle a une visualisation de ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si c'est juste parce que, en touchant Sukurawa, elle avait forcément connaissance de Senritsu, de Kurapika déjà. Ou un flashback sur le. C'est peut-être un flashback, tout simplement. En tout cas, cette vision-là. Un flashback, pas un flashback, mais tu sais, le fait d'avoir un objet, une espèce de précognition, t'as l'objet, et peut-être que c'est aussi un de ses pouvoirs. En tout cas, on voit que clairement, elle a compris que Senritsu, avec son ouïe infernale, qui avait été constatée par Killua, etc. Voilà, on nous avait déjà un petit peu raconté l'histoire de Senritsu dans des tomes précédents. Eh bien, il pouvait détecter s'il y avait le moindre problème, etc. Donc voilà, on voit qu'à ce moment-là, il y a toute la torture interne de Pakunoda, qui se demande ce qui se passe, qui ne sait pas quoi faire, puisqu'elle se souvient aussi de cette prédiction, parce qu'on parle de loyauté ou traîtrise, vis-à-vis de qui, vis-à-vis de quoi, vis-à-vis soit de l'araignée, soit du boss. Là aussi, on va avoir une planche flashback de Kuroro, qui fait plus jeune, en tout cas, qui fait moins affirmé, moins boss, quoi. On sent qu'il débute, en tout cas, dans la fonction de boss à la tête de la brigade fantôme, enfin, c'est l'impression qu'on a. Et là, il essaie de donner cette philosophie de la tête et les jambes, mais il précise que il peut arriver que les jambes soient plus importantes que la tête, même si exécutez d'abord mes ordres. Il le dit quand même, c'est quand même, voilà, on écoute ce que la tête a à dire, mais il peut arriver, le plus important, c'est que l'araignée continue, en fait. Voilà. L'araignée peut vivre sans sa tête, il suffit de la tête, elle peut se faire remplacer par une autre. Donc voilà. Donc ils sont prêts, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que la brigade fantôme, ils sont prêts à trahir leurs principes et l'araignée finalement pour un homme. Donc c'est un petit peu ça aussi, c'est qu'on voit qu'il y a quand même cette notion presque de solidarité, ou en tout cas par amitié, je sais pas, ou en tout cas par quelqu'un qui fait partie d'un groupe qu'on veut absolument retrouver, quoi. Et c'est ce qu'on disait, il y a Feitan qui disait dans un temps précédent, une famille, qu'est-ce que c'est, etc. Peut-être qu'une famille, c'est aussi des gens, en tout cas la famille, pas forcément celle qu'on a choisie, mais voilà, des gens qu'on aime malgré nos différends, malgré nos tensions qu'il peut y avoir. Enfin, c'est assez intéressant, je trouve, ce côté dysfonctionnel et en même temps ce côté très proche de certains membres entre eux au sein de cette brigade. On le voit effectivement, tu parlais de Feitan et Finks qui sont finalement proches et qui ont la même philosophie d'une certaine manière, là où on va retrouver Paku, Machi et puis aussi Nobunaga, plus côté famille, personne, etc. Il y a quand même des personnalités très différentes dans cette brigade, même si c'est des membres quand même d'origine. C'est assez intéressant. Et pendant ce temps-là, on voit évidemment Kuroro, qui est prisonnier en fait dans la voiture, à côté de Kurapika avec Léolio qui conduit. Et là, Kuroro, qui est serein, qui fait preuve d'un calme olympien, qui d'ailleurs va faire sortir Kurapika de ses gonds, parce qu'il lui dit qu'il n'a aucune valeur en tant qu'otage, en fait. Oui, vas-y, je t'en prie. Ce que j'aime, c'est justement Léolio qui prend le parti de dire si tu le tues, tu auras affaire à moi. Ce qui est assez surprenant.
De fait, Ah bah là, il du flippe. personnage. En vrai, Kurapika peut pas vraiment s'en prendre à Léolio. Il a pas tant de. Son haine disparaît Ouais, vis-à-vis enfin, de. même sans son haine, hein, Oui, je pense. Je sais pas, mais Je sais il a pas l'air d'avoir les principes de base, notre gars Léolio. Hein. Non. Il continue à prendre des choses à chaque fois qu'ils en parlent. Tu fais ah, ça existe aussi, ça. Et donc, effectivement, ensuite, on va avoir l'arrivée de Finks, justement, Phaeton et Charnalk dans le repère. Et ils décident de plus se séparer. Donc là, pareil, on sent que c'est un groupe uni. Ils veulent faire front ensemble. Tandis qu'on continue, ah oui, ça je voulais le dire, on continue de voir Miruki. Eh oui, cet enfant Zoldyck, vous le savez, ce geek qui était sorti de sa tanière, ce qu'il n'avait pas fait depuis 10 ans, Oui, c'est vrai. qui enchaîne restaurant sur restaurant. Voilà. c'est Donc ça. c'est le petit fil rouge qu'on a le long de cet homme que je trouve un peu rigolo. Tout à fait. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre ensuite? Oui, les 3 instructions de Kurapika. Il ne faut pas les suivre. Il ne faut évidemment pas blesser les otages, en tout cas pas les blesser davantage qu'ils ne le sont déjà. D'ailleurs, je crois que c'est Charnalk qui essaie de jouer un petit peu avec ça et on se rend compte que Kurapika n'a pas trop envie de plaisanter, là c'est pas le moment. Mm. Et que Pakunoda, qui va avoir Kurapika au téléphone, ne peut pas communiquer avec le reste de la brigade. Donc ils se donnent rendez-vous à l'aéroport de Ringon à 8h. On continue avec vraiment les heures précises. On savait qu'il était 7h au moment de l'élaboration du plan, donc là cette fois, rendez-vous à 8h. On s'aperçoit aussi, il était déjà question de lui, mais je vais le dire, de toute façon, on l'a dit, de toute façon, il est plein de spoilers. C'est Hirumi qui joue sur les 2 tableaux, parce qu'on a vu qu'il avait bossé pour Kuroro, et maintenant il va bosser pour Hisoka. Puisque Hisoka, il est bien emmerdé, parce que lui, il aimerait bien, quelque part, participer à ce qui va se passer. Parce que donc, il va se procéder à un échange, c'est donc ça qui est convenu, qui va se convenir entre Pakunoda et Kurapika. Et oui, ce que je voulais dire précédemment, c'est qu'Oro avait décelé clairement une faille chez Kurapika. Et il l'a vu. Il pense que la brigade peut en profiter, mais il ne sait pas quelle Ils ont la même décision faille. vont-ils prendre. Quoi. Ils ont la même faille de leur côté. Mais complètement. Et c'est ça qui est fascinant, je trouve. On a une symétrie qui est hallucinante. Quoi. C'est-à-dire qu'on a 2 groupes qui ne sont pas si différents que ça, en fait, finalement, dans leurs objectifs et dans leur motivation. Donc, en tout cas, à ce moment-là. Ils font passer leur ami en priorité. Ouais. C'est que même Kurapika va progressivement s'en rendre compte. C'est ça qui est génial, quoi. C'est là où il prend ses consciences, ses nouveaux compagnons, il remplace son désir de vengeance de ses anciens compagnons. Et ça aussi, c'est génial. C'est-à-dire que ces 4 personnes, que ce soit Kurapika, Léolio, Gon et Killua, pour différentes raisons, ils vont faire cette espèce d'amitié très forte. Gon, parce qu'il ne connaît pas ça. Killua non plus. C'est vraiment les 2 qui se sont rencontrés parce que, justement, ils ne connaissaient pas ça. Alors que Léolio, il a connu ça. On rappelle que ce qui l'a poussé à être hunter, c'est pour pouvoir être médecin, parce qu'il a perdu, je crois, son meilleur ami et qu'il n'a pas pu sauver. Donc, il a connu le deuil. Donc, lui aussi, c'est quelqu'un qui est profondément marqué par ça. Kurapika, pareil, il a perdu les membres de son clan. Donc, c'est des gens qui sont profondément marqués. Et plutôt que le deuil et l'impuissance. Exactement. Et ils vont essayer de puiser, justement, dans ces nouveaux compagnons et cet élan positif qu'ils génèrent. Quoi. Et ils se rendent compte que, mais j'ai peut-être plus envie de me venger, je veux juste récupérer Gon et Killua. C'est ça, ma priorité, en fait. Et cette prise de conscience, je l'ai trouvée très touchante de la part de ce personnage de Kurapika qui, comme tu l'as dit, vraiment un long arc narratif, une énorme introspection. Il part vraiment de guerrier vengeur à fédérateur auprès de ses amis. Quoi. Et je trouve que c'est magnifique. De toute façon, dans cet arc, et pas que, on le reverra plus tard, mais la star de cet arc, c'est clairement Kurapika. Hein. Bien sûr, l'homme à la chaîne. Et Senritsu, par contre, dit qu'il appuie sur le fait que les mélodies sont très contradictoires, les mélodies du cœur de Kurapika. Parce qu'on sent plein d'émotions qui se mélangent. Effectivement, à la fois cette haine envers la Brigade Fantôme, le fait qu'ils se ressemblent tellement, finalement, Pakunoda et Kurapika, finalement, elles se ressemblent énormément. Et c'est pour ça qu'ils se comprennent instinctivement. Et même Senritsu, il fait, mais cette brigade envers laquelle tu as tellement de haine et que tu penses qu'ils sont inhumains, tu pourrais pas passer un marché comme ça si tu le pensais vraiment. Donc ça aussi, c'est intéressant, parce que peut-être qu'il a Kurapika a des sentiments peut-être tellement violents et tellement contradictoires, même vis-à-vis de lui-même. Ça, c'est assez intéressant. Ensuite, on a justement la tension qui continue au sein de la Brigade Fantôme, parce qu'on a une opposition carrément entre Machi et Korutopi qui prennent le parti de Pakunoda, qui, elle, a décidé d'aller se rendre seule avec Gon et Killua, et elle ne peut pas en dire davantage, puisque évidemment, Kurapika a soumis des conditions, elle ne peut pas utiliser son haine
elle a la Judgment Chain sur son cœur, quoi. Si elle utilise le nen, elle meurt. Et elle peut pas communiquer des informations à la Brigade Fantôme. Mais à côté de ça, il y a Phaeton et Finks, tu l'as dit, Old Geek, qui eux s'opposent ensemble en disant non, on n'est pas d'accord, on va pas Et vous même, laisser faire. comment il s'appelle, Franklin, qui dit bah tant pis, Franklin, on absolument. tue tout le monde et puis on repartira à zéro, quoi. Voilà, Quoi. exactement. Il dit, bon, voilà. Donc, ouais, on sent qu'il y a des tensions qui commencent à se faire. Et là, justement, il y a aussi, alors je sais plus si c'est par l'intermédiaire de Shenritsu, mais il y a Kurapika qui fait clairement comprendre que c'est pas du bluff et qu'il est prêt à même mettre ses menaces à exécution. Donc, finalement, voilà, Pakunoda décide d'y aller avec Gon et Killua. Hisoka qui arrive évidemment à trouver une manière de s'inviter lui aussi à cette transaction en menaçant carrément de tuer Gon et Killua, même s'il reconnaît lui-même que ce serait un sacré gâchis. Et donc on va voir lors de... Je trouve ça trop marrant, Hisoka qui tu vois, qui arrive. Alors déjà, Paku qui se dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Il va tout faire gâcher. On voit vraiment la détresse et de ce personnage qui est pas invité, qui débarque. Et puis après, moi je trouve ça génial quand il prend son téléphone et il téléphone à Kurapika, il dit allez vas-y, laisse-moi monter, vas-y. Ça, c'est trop fort. Ah, c'est énorme. J'ai deux mains prises là. Moi d'un côté je fais ça là, et puis s'il me tue, moi je peux pas. Moi ce que je veux c'est me battre contre lui. Et moi alors dans tout ça. Ouais, c'est ça. On va voir que c'est marrant parce qu'Hisoka, à l'exception d'un arc dont on parlera bien plus tard, il est là quand même dans les moments centraux du manga. Parce que ça aussi c'est un moment quand même qui est hyper important, qui est donc cet échange forcément, cet échange d'otages entre Kuroro d'un côté et Gon et Killua. C'est preuve de loyauté envers leurs amis respectifs, que ce soit pour le bien de Kurapika et la fin de son désir de vengeance, peut-être, ou que ce soit peut-être pour pas la disparition de la Brigade Fantôme, mais en tout cas, on va la prendre, ça aussi, parce que là, donc, du coup, la transaction s'opère. Donc, Hisoka se frotte les mains, il est tout content. Allez, bats-toi, mon gars, viens, on se la met, là, j'attends ça depuis le début. Bah ouais, regarde, rien à foutre, mon tatouage, texture trompeuse, j'ai jamais fait partie de la brigade, je suis rentré uniquement pour t'affronter parce que c'est ce que j'attends, et là, à la débandade. La débandade totale, là. Il n'y a plus de flash, là. Il n'y a plus de flash sur cet endroit-là. Parce que qu'est-ce qu'il apprend? Il a perdu son naine, le gars Kuroro. Il n'a plus de naine. Il ne peut plus l'utiliser. Donc, la tête d'Hisoka, la case d'après. Je ne sais pas si je vais vous retrouver ça, mais j'étais mort de rire. Il est complètement dépité. C'est vraiment ah mince, tout ça pour ça. C'est vraiment. D'une certaine manière, c'est un petit. Je ne dis pas que. C'est un peu le karma dans le sens où il a tellement trompé tout le monde qu'en fait lui aussi s'est fait tromper, quoi. C'est ça. Cette petite tête de dommage. Ouais, c'est ça. Ceux qu'il a vraiment une case ultra stylée, tu sais, où il enlève le truc et tout, il le jette. Oui, c'est clair. Il est très très stylé. Et là, t'as ce truc là où il dit je peux pas me battre en fait. Hein. Ah les jouets cassés ne m'intéressent pas. C'est ce qu'il dit. Il est pas intéressé par les jouets cassés. Là aussi, la métaphore est terrible, quoi. Mais ouais, un arc qui est, enfin, un passage qui est très fort émotionnellement, pareil, parce que des choses qui sont comprises. C'est la fin de l'arc de Kurapika. C'est un arc de début d'humanisation de la brigade qui jusque-là avait commencé à un peu à être humanisé, mais à travers seulement Nobunaga et Uvo. Et là, on te montre qu'en fait, tous les personnages ont leurs petites interactions et tout, et qu'il y en a quand même certains qui ont plus de cœur que d'autres, que c'est pas une force unie dans la même direction et qui sont tous pareils globalement. Non, tu vois vraiment des différences. C'est ça, et surtout que le groupe, enfin, comment dire, le chapitre, ça se termine sur un sacrifice, en fait. C'est Pakunoda qui revient au sein du repère, qui utilise donc sa memory bullets, donc elle utilise son naine, alors qu'elle a une judgment chain, elle sait très bien ce que ça veut dire. Il lui reste 6 balles, enfin, elle peut faire 6 balles à la fois, je crois que c'est le maximum, ça tombe bien, c'est les 6 membres de brigade fondateurs, ou je sais plus, pas fondateurs, mais en tout cas, les membres principaux, je sais plus comment les d'origine, pour moi, c'était vraiment les membres d'origine, elle exprime comme ça. Ouais. Et donc du coup, tout simplement, on leur donne, ils vont être au courant de tout ce qui s'est passé, à la fois des capacités de Kurapika, et du coup, de tout. Elle meurt, et quand tu regardes par terre, il n'y a pas son pistolet. Effectivement, tu as raison. Et du coup, effectivement, et ensuite, ça se termine. Je me demande s'il n'y a pas une faute de frappe, si vous pouvez m'aider, parce que ça se termine en disant Pakunoda et 3 petits points vers l'est en montrant Kuroro. Est-ce que c'est pas Kuroro qui voulait mettre plutôt que Pakunoda?
Enfin, bref. Non, mais c'est pas Kunada et 3 petits points, en gros, sous-entendu morte, et Kuroro va vers l'est. Ouais, mais Moi, tu vois, ça prête à c'est comme ça confusion. que je l'entends, moi. Ça prête un peu en confusion, je trouve. Mais J'avoue je me suis que posé j'avais la pas question. tout compris à ce moment-là. Ouais. Je m'étais posé la question justement. Non, mais toi, si c'est pas des recettes de cuisine, tu comprends. Mais en tout cas, voilà. Voilà comment se termine cet arc un petit peu, parce que la prochaine fois que nous reparlerons, nous ne serons plus le 4 septembre, mais le 6 septembre. Donc il y a 2 jours qui se seront écoulés. Donc oulala. Alors, l'arc Yorkshire City, à proprement parler, n'est pas terminé, hein, puisque il reste encore tout un pan avant d'arriver justement à l'arc suivant. Mais c'est c'est une transition. C'est la transition, c'est ça. C'est un prologue, quoi. Un prologue à Green Island. Bah, pas que. Parce que tu as une conclusion à comment ils vont résoudre l'obtention du droit d'aller à Grid Island. Et ça, c'est plus une... En fait, ils vont contourner encore les règles. Et c'est plus... c'est à la fois la conclusion du Yorkshire la vente aux enchères. C'est la vente aux enchères, Yorkshire Mmh. City et la Brigade Fantôme. On va dire tout cet arc-là est arrêté. L'arc Brigade symboliquement, Fantôme, en tout cas. vente aux enchères est terminé. Voilà, exactement. Maintenant, on passe à l'arc. Est-ce que vous avez des choses à redire? Est-ce que vous avez des choses à redire Moi, j'ai particuliément aimé quand Kiora et Gon se font capturer par la brigade une seconde fois, où ils découvrent le boss et Gon il dit ça vous fait quoi de tuer des gens? Et oui. Le gars il veut mourir en fait. Il dit, et d'ailleurs il y a pareil, aura meurtrière, regard en coin de Kuroro. Comment vous faites pour tuer des gens que vous ne connaissez pas? Et lui qui lui répond, c'est justement parce qu'on les connaît pas. Et après il réfléchit 2 secondes et il dit, c'est peut-être plus compliqué que ça. Et finalement, avoir la réponse à cette question, ce serait se connaître un peu plus soi-même. Et t'as Kurapika qui le regarde, genre, c'est qui ce type-là? Parce que vraiment, genre, qu'est-ce qu'il raconte? Tu vois vraiment qu'il y a un... Lui, il est très pragmatique, Killua, oui, pardon. Et Kuroro qui, à côté, est un peu philosophe, poète, machin. Et t'as vraiment les deux mondes qui s'affrontent. Et c'est marrant. Après, la première réaction, c'est quand même qu'est-ce que tu me dis, quoi? Qu'est-ce que tu me demandes, quoi? C'est ça. Et quand il lui fait son aura meurtrière, tu sais, t'as Gon qui est comme ça, il lui fait oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette ère de celui qui a abandonné et en même temps qui reste combatif, quoi. Et ça, c'est aussi une des caractéristiques de Gon, quoi. Ça vous aura jamais vaincu, on l'a déjà vu, même quand c'est contre Hanzo, je crois, hein, dans un des tout premiers combats. Il est complètement malmené, il n'a aucune chance de gagner et il n'arrive pas à abandonner. C'est ce qui fait qu'il finira même par gagner par la force des choses. Par défaut, ouais. Par défaut. Oui, parce que l'autre va abandonner en disant de toute façon, sinon je le tue. Donc, c'est ça. Peut-être perdu. Une cause perdue, le garçon. Mais ouais, non, ça m'a fait très marrant. Ça m'a vraiment fait marrer. Après, la petite référence à Naruto, effectivement, quand il court sur les murs. Voilà. Oui. Des ninjas, il y a les gens normaux, les moldus, qui s'étonnent toujours en disant ah, des ninjas! Oh, l'autre, il les tire dessus, il est même pas mort! Et pourtant, l'autre, il est décapité, c'est peut-être un film, tu sais. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est peut-être un film qui est très. Bah non, en fait. C'est ça. C'est pas plus choqué que ça, quoi. Il lui a tiré dessus, mais il est toujours vivant, ça va. On peut circuler, rien à voir. Qu'est-ce que c'est que ces gens? C'est ça, c'est des gens qui sautent sur les murs et qui se tirent dessus en étant vivant. Tu vois quelqu'un qui se fait tirer dessus et l'autre qui continue à marcher comme si de rien n'était. Est-ce que tu te dis pas c'est un film, c'est une balle à blanc? Par contre, si c'est un pistolet de naine, comment il le voit alors? Si c'est des moldus. Je ne sais pas. Bonne question. Bah, peut-être que elle matérialise un naine. Comme les chaînes de Kurapika, tu peux les voir s'il décide que tu les vois. Très juste. Peut-être. Mais ouais, encore effectivement, ça clôture pas mal et on a ce changement de Kurapika qui est quand même très important, effectivement. L'arc pour Gon et Killua, je sais pas comment voilà, ça change pas grand-chose à ce qu'ils sont. Tu vois, ça les fait pas évoluer vraiment. Ah non, oui. Un petit peu sur 2-3 petites techniques, tout ça, enfin voilà. Mais ils restent tels qu'ils sont, c'est vraiment Kurapika, la brigade, et le reste, c'est du autour, quoi. C'est c'est le glaçage sur le gâteau, tu vois. Ton gâteau, il est là, et le glaçage, c'est les enchères. Il y a quand même eu Zeno, et puis Silva Zoldyck, qu'on retrouvera peut-être. Il y a quand même 2-3 trucs qui sont quand même assez importants. Déjà, le Hisoka Kuroro, on sent qu'Hisoka, il va peut-être pas en rester là. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont encore en suspens. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il décore son gâteau, mais l'important, c'est Killua, la brigade, et après le reste, il te place des éléments, Kurapika, il te parle un peu. on est d'accord. Kurapika, oui.
Il te place des petits trucs, des machins. Il te place toute une nouvelle. Il t'explique un peu l'étoile filante, d'où ça vient. Ouais, c'est Mais clair. en soi, l'étoile filante, c'est pas plus exploité que ça sur le développement de la brigade derrière, tu vois. Tu comprends qu'ils sont liés, mais qu'ils sont pas non. Enfin, Bah, C'est juste que tu as une vision de la société. fait. Non, mais Ah, t'as une t'as vision de la juste- société et de la politique selon Togashi qui est pas ouf, quoi. Quand tu vois que voilà, Ah la bah, communauté non. mafieuse, elle dirige clairement la politique de Ouais. Yorkshire City et que peut-être l'endroit le plus habité, c'est une déchetterie à ciel ouvert. Ouais. Alors, je dis Ouais, pas que c'est très différent de notre monde, il est peut-être un c'est ce que poil j'allais dire. exagéré, mais c'est vrai qu'il est Il- assez représentatif. Ouais. Voilà. Après, des Ouais. zones de non-droit où il y a des millions d'habitants, c'est chaud. Oui, quand même. oui, c'est pour ça. Je dis que c'est légèrement exagéré ou assez représentatif, malgré tout. Non, non, je suis d'accord. Après, ce qui est Après, surtout tu sais, intéressant là-dedans, c'est notamment le fonctionnement du groupe, que je trouve vraiment intéressant et détaillé. Pardon, j'ai le hockey. Mais c'est le fait que il y a une envie absolue que l'araignée survive. ouais. Même s'il reste un survivant, c'est lui qui refondera l'araignée derrière et C'est ça. il y aura Il y a une araignée. une espèce d'héritage qui revient continuellement Ouais, dans mais l'œuvre de Togashi. malgré tout, on a cette notion de groupe plus que d'araignée, je trouve, parce que leur préoccupation, sans doute, ça va être de retrouver le boss, tu vois. Ouais. Bah non, parce Et qu'à ça- un moment, il dit quand même que s'il meurt, c'est pas grave. Oui, mais Ouais. Oui, mais en fait, Dans l'absolu. c'est là où c'est assez marrant, c'est que effectivement, il y a ces deux groupes où il y en a un qui dit bah attention, c'est pas grave, on repartira à zéro. L'autre il dit bah non, on peut pas le quitter, mais en fait, in fine, il y a rien qui arrive, il meurt pas en fait. Mais S'il non, puis meurt, la brigade sera liée en plus à Grid Island, pour une raison qu'on connaît, et qui n'est pas du tout une raison de on refait l'araignée. Hein. Non, oui. C'est Ouais, plutôt mais bon. en- Et je veux on dire, va c'est récupérer- évoqué et c'est on va faire notre envisagé. ami, en fait. Là où dans d'autres groupes, c'est pas du tout envisagé. Gon, jamais il envisagera d'abandonner Kurapika. C'est ça. Ou de le remplacer. Et c'est d'ailleurs très marrant cette règle de faire survivre l'araignée, alors qu'à côté de ça, les conflits internes sont interdits. Quoi. Il y a, Mais ils sont il y a pas une tous d'accord. différence de On l'a vu. priorité. En fait, on l'a vu parce que le choix de Pakunoda, c'est un choix insoluble, en fait. Quoi qu'elle arrive, soit elle trahit l'araignée, soit elle trahit son ami, en fait. Mm. Donc c'est toute la difficulté. Il y en a qui arrivent à prendre position pour l'araignée, et il y en a qui disent que l'araignée est plus importante que les sentiments humains. Tu sais, c'est presque un truc à la Chevalier Jedi, quoi, presque. Tu sais, tu peux pas avoir de sentiments quand tu fais partie de la brigade fantôme, et d'autres qui disent bah oui, mais moi, à force de vous côtoyer, bah je vous apprécie, je vous aime, quoi, quelque part. Donc bah, c'est deux visions radicalement opposées, quoi, de gens qui sont pourtant partie d'une même brigade. Tout à fait. D'autres choses à rajouter sur finalement tout cet arc de Yorkshire City, alors même s'il y a effectivement son épilogue, je vais l'appeler comme ça, avec les chapitres qui suivent avant qu'on entame vraiment Grid Island, mais ça a quand même été un arc très... Là, on est vraiment rentré dans le dur avec cet arc. C'était un arc majeur dans le sens où, sans cet arc-là, le manga, il n'est pas du tout comme il est maintenant. Enfin, c'est vraiment celui qui profite de tout ce qui avait été fait avant et qui va le pousser un cran plus loin. Mais vraiment... Et Grid Island sera très bien, mais tu resteras globalement sur la même chose que du Yorkshire City. L'arc Chimera Ant, c'est globalement la même chose que Yorkshire City. Tu vois, c'est un concept, une zone, t'as vraiment un arc bien défini. Enfin, tu as ces choses-là où tu vas avoir des clans avec... T'as des choses qui se mettent en place maintenant. C'est beaucoup de groupes, tu veux dire. Non, mais clairement, ouais. C'est par notion de groupe. Dans Grid Island, ça va être des groupes encore. C'est fondamental, de toute façon, même pour faire le jeu, presque, même si on peut en reparler. Ouais. Et t'as vraiment ce côté où c'est le début des gros arcs de chez Hunter x Hunter. Avec des mini-arcs à l'intérieur, avec plein d'intrigues parallèles. En fait, t'as pas un arc avec une seule intrigue, t'as un arc et t'as 2-3 intrigues parallèles, 2-3 personnages que tu vas suivre. Ouais, puis tu rencontres pas mal de personnages. Seritsu, il reviendra plus tard, notamment. La brigade reviendra plus tard. Isoka reviendra plus tard. Les parrains, je crois pas, mais dans les arcs actuels où on est le manga, il y a quand même cette espèce de hiérarchie qui revient avec la royauté aussi. Donc, la famille royale. voilà. Donc, il y a tout un intérêt, en fait, à parler
un tant soit peu, parce que c'est un tout petit peu, mais de politique, de hiérarchie, de l'état du monde, pour te montrer un petit peu le lore et comment est Il en parle constitué souvent. le monde Il en parle souvent, il en Togashi, reparle même ouais. dans les Chimera Mm. Ants, etc. Il en parle Exactement. souvent de Mais à chaque fois, c'est différentes républiques mises en des place. petits détails, en fait, tout petits. Ouais, ouais. Tout petits. Même la géographie, il y a une géographie, par exemple, il Oui. montre des cartes de temps Bah, en on temps. a déjà vu des cartes, effectivement. Mm. Mais Ouais. ça reste minime, en fait. Ils développent pas ça plus que ça. Mais pour autant, à chaque fois sur ces détails-là, c'est suffisant pour comprendre l'état du monde actuel. Et par contre, sur des toutes petites règles de jeu, de vie, de choses, il va rentrer vraiment dans le détail à fond, quoi. Et ça, c'est très intéressant, ce parallèle. Ce parallèle comme quoi, des fois, avec rien, il explique tout. Et avec tout, il explique beaucoup plus encore. Mais alors, je sais pas comment vous l'avez perçu, on en parlera sûrement avec la suite, mais est-ce que c'était pas aussi l'arc pour... alors, on a dit que c'était effectivement Kurapika, le personnage principal de cet arc, a raison, mais est-ce que c'est pas aussi le moyen de sortir ce personnage, puisque voilà, son arc est fini, on a résolu finalement une partie, et bah voilà, en fait, de manière à s'intéresser plus à Gon Ikiura, qui avait peut-être pas autant de charisme que Kurapika, ou en tout cas pas de raison suffisamment forte, parce qu'il y avait quand même la vengeance, la brigade, etc. Finalement, il fait cet arc pour pouvoir véritablement passer à la suite. En fait, c'est marrant parce que le Yorshin City, c'est une parenthèse en fait dans l'objectif de Gon Ikiura de mettre la main sur le jeu. Je suis d'accord. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que cette parenthèse, elle était enchantée, quoi. Cette parenthèse, en fait, elle vient justifier toute la vengeance de Kurapika, son passé, etc. Et je trouve que si on compare les shonen d'époque, on l'a dit tout à l'heure, il y avait Naruto, Bleach, et il y a One Piece qui est toujours là. Mais sur le fonctionnement, Naruto et Bleach étaient plutôt similaires. Et je trouve que Hunter est beaucoup plus similaire à One Piece dans sa construction scénaristique. C'est-à-dire que One Piece, ils arrivent sur une île, ils vont se séparer, et à chaque fois dans l'île, tu vas avoir... il n'y a pas de flashback de Hunter x Hunter. Il y en a beaucoup moins, en tout cas. Non, il y a beaucoup moins. Mais par contre, l'île est vraiment... Enfin, tu vois, là, par exemple, sur Elbaf, bah, c'est l'île de Usopp, tu vois. Enfin, c'est un peu consacré à Usopp. Et là, c'est un peu ça. C'est cet arc de Yorshin City, c'est vraiment l'arc de Kurapika, mais qui n'empêche pas d'avancer l'objectif... Enfin, de faire avancer les autres personnages, du coup. Ah, et complètement. Tu vois, Léolio, par exemple, je trouve que c'est un des arcs aussi qui le met plus en valeur, avec un arc beaucoup plus en valeur, parce que c'est vrai que c'était un peu la dernière roue de la charrette, hein, dans l'examen Hunter. Hein, ouais, bien sûr. Mais moi, je l'ai toujours beaucoup apprécié, ce perso, parce que justement, avec ses limites, il a aussi sa détermination, ses points forts, qui sont parfois considérés comme futiles, mais tu sais, c'est cette bonne humeur, ce truc comme ça, ce côté un petit peu bon compagnon, quoi. Son intelligence, sa stratégie, sa connaissance du monde, de la politique, qui est beaucoup plus mature, hein, finalement, Léolio, d'ailleurs. Un ressort comique au départ, et finalement, on voit qu'un personnage... En fait, c'est ce qu'on appelle les layer cakes, quoi, les gâteaux à plusieurs couches, quoi. C'est les gens qui cachent les choses, en fait, derrière ce qu'ils veulent bien laisser transparaître, en fait. Bah d'ailleurs, les arcs de Hunter x Hunter, c'est assez ça. Hein. Au départ, tu as l'impression que tu rentres dans un arc, tu penses que le sujet de l'arc, ça va être ça, et puis petit à petit, t'emmènes sur une autre direction. L'art de la dissimulation. Ouais, en fait, il te fait naviguer sur différentes pistes, là où quand tu parlais de One Piece, par exemple, dans One Piece, tu as le méchant qui arrive au début de l'arc, il bat l'équipe est séparée et doit revenir pour affronter le grand méchant à la fin. C'est très classique, c'est la même chose quasiment à chaque fois. Enfin, c'est très routinier. Là, dans Hunter x Hunter, t'as pas trop ça. Les Chimera Ant, au départ, tu sais pas trop comment ça va se finir. Puis après, t'as tout un royaume qui se met en place. Enfin, là, dans Grid Island, tu vas voir la sur la qualité des transitions. La qualité des transitions, en fait, entre les arcs. Ce qui fait que presque on a l'impression que c'est juste une grande œuvre continue. Et il y a une fluidité là entre Yorshin City et Grid Island. On a l'impression qu'en fait, c'est un grand arc. Alors, c'est quand tu prends le recul sur l'œuvre que tu dis oui, il y a cet arc-là, il y a cet arc-là. Mais quand tu le lis, t'as pas vraiment une fin d'aventure. Parce que t'as des mini-chapitres de transition, même dans l'aventure. Et du coup, entre une transition de grands arcs, deux grands arcs, et la transition entre le moment, bah, là on l'a vu tout à l'heure quand moi il y avait la transition où il expliquait son haine, etc. Et avant qu'il reparte à la chasse à la brigade, t'as une petite transition. Mais en soi, ça aurait pu être la fin d'un grand arc et passer sur autre chose. Il le fait un peu après, mais quand ils vont après chercher justement le moyen d'aller sur Grid Island, tu t'attends pas à ce que ce soit un changement aussi radical d'ambiance. Et c'est quand tu arrives dans Grid Island, tu fais OK, là on change d'ambiance radicalement,
Ne serait-ce que parce que, bon, on en reparlera, mais parce que j'ai commencé à le lire, du coup, voilà. Et c'est vrai que tu as un changement d'ambiance qui est radical et qui est visuel. Tu le vois. Et du coup, bon. Mais voilà. D'accord. Moi, je suis toujours hyper satisfait de la construction des arcs de Hunter x Hunter où c'est des arcs où tu as 15 000 trucs dedans et tu sais pas vraiment où est-ce qu'il va toujours et tu navigues, tu suis les différents personnages, ils évoluent tous un petit peu. T'en as un qui est des fois principal, mais pas toujours. On reverra, mais même si Grid Island, bon, il y en a un qui évolue plus que les autres, mais c'est pas forcément celui auquel tu t'attends qui évolue le plus. Et ouais, non, c'est pas deux trucs que j'ai adoré. Naruto ou autre, c'est pas comme Naruto ou autre où tu vois globalement que ok, il y a le méchant qui apparaît au début de l'arc, tu sais qu'à la fin de l'arc, ils vont défoncer le gros méchant. Là, dans Hunter x Hunter, tu sais pas comment ça va se finir l'arc parce que Yorkshin, tu sens qu'ils peuvent pas battre enfin, t'as l'impression qu'ils vont battre la brigade ou alors qu'ils vont aller sur Grid Island. Il y a des choses qui se passent et c'est pas vraiment ce à quoi tu t'attendais au début. Mais, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout le long de cette émission-là, mais et je vais couper court parce qu'on arrive à la fin de l'enregistrement quasiment, mais l'idée de prendre à contre-pied les lecteurs pour dire, regardez, c'est du shonen, mais c'est pas du shonen classique, parce que parfois le frontal n'est pas la seule solution. On va pas faire un tournoi. D'ailleurs, on a eu l'arc du tournoi précédemment, donc en fait, il n'y en a pas forcément besoin. On a vu qu'il y avait des échelles de puissance, et ces échelles de puissance, là, c'est trop pour les personnages, mes personnages, et donc il faut que je trouve une autre solution. Et en fait, c'est ça que c'est en ça que c'est super intéressant. Là, en fait, et puis moi, ce que j'aime beaucoup dans ce shonen-là, c'est que instinctivement, les personnages, ils développent pas un pouvoir sorti du chapeau, ta gueule c'est magique. Il y a toute une construction d'entraînement, d'apprentissage, etc., qui vient se mettre de contraintes, qui vient se mettre entre les personnages. Et c'est tout ça qui fait justement la beauté de scénaristique, en tout cas de ce manga. Ouais. D'ailleurs, là où au moment où on parle, Gon et Killua, ou même Kurapika et Léolio, niveau pouvoir, ça reste des brels. Hein. Ils sont pas non plus. Tu vois, c'est pas dans le top niveau des Hunters. Hein. Ils sont hauts, mais c'est pas dans les 10 meilleurs Hunters du monde. Ils sont encore dans les gros potentiels, quoi. On va dire ça comme mais ça. tu vois, il y a encore des plus aguerris et plus expérimentés qui tu les fais affronter qu'on enverrait Kuroro plus facilement à la guerre. Oui, face à un Kuroro ou face à un Hisoka, ça reste encore des minots. C'est sûr. Mais pour revenir sur ce que tu disais, G, avec le code du shonen, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il utilise quand même des codes de shonen qu'on connaît. Il utilise l'amitié. Mais pareil, l'amitié, la manière dont il l'utilise, c'est assez original parce qu'on part de zones d'ombre de fou, c'est-à-dire on parle de Killua qui a un passé de tueur, on parle de la brigade fantôme qui ne savent pas ce que c'est que la considération humaine, à finalement des notions, des concepts d'amitié qui sont hyper forts dans ces groupes-là, quoi. Et c'est ça que je trouve. Pas que. Par exemple, on dit que souvent, juste pour terminer, je voulais juste dire, souvent tu sais, on dit que grâce à l'amitié on peut être plus fort. Là, c'est grâce à l'amitié, on peut aussi être plus intelligent. Parce que c'est grâce à l'amitié que quelque part, Kurapika va éteindre son désir de vengeance. C'est grâce à cette amitié qu'ils vont peut-être prendre des meilleures décisions pour le groupe et pour les individus concernés. Ça, c'est super. Et pas que le concept d'amitié, c'est en ça que je voulais compléter tes propos, c'est fidélité, honneur, confiance, don de soi. Il y a vraiment plein de thématiques autour de ça qui reviennent et c'est pas juste le pouvoir de l'amitié, etc. C'est tout ce que ça implique derrière. Kurapika se met clairement en danger. C'est le sens noble de l'amitié. Voilà, Kurapika se met clairement en danger en faisant confiance à ses amis parce qu'il croit en eux et parce qu'il a confiance en eux, etc. Et la confiance, c'est littéralement parler, c'est se fier à quelqu'un. Tu te fies à tes amis. C'est la sémantique. Mais on est d'accord. Donc voilà, c'était chouette. Hein, en gros, si on peut résumer. C'était très chouette. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous avez pensé de cet arc, à nous dire effectivement comment vous l'avez ressenti, si on s'est trompé aussi, hein, ça peut arriver. Hein, sur 2 heures de live, on n'est pas non plus exempt de à l'abri de dire des conneries. Exactement. Surtout Flavien. La prochaine fois, ça sera Grid Island. Donc, je ne sais pas quand. Mais bientôt. Road to, c'est un peu comme tu l'as dit, c'est un petit peu le prélude. Road to Grid Island, à la star des comics. Après, on va pas faire que Road to Grid Island parce que je pense que sinon on va pas faire grand chose.
J'ai regardé ça, Non, une non, non, moitié non, de tome. non, Hein. mais ça Mais- commencera par ça. Ouais. Mais oui, ça commencera par ça. Et pas sûr qu'on fasse tout d'un coup. Parce que Grid Island, c'est quand même Non 4-5 plus. tomes. Hein. Ouais, on découpera peut faire aussi, deux je pense, parties, mais ça sera Ouais. a priori plutôt pour la rentrée. Rentrée de septembre. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à Manga Saucisse. On a passé les 550 abonnés. Ouais. C'est une victoire pour ce collectif. Là, Arigato gozaimasu. où chaque semaine, on vous propose du contenu différent, lié à notre personnalité, lié à ce qu'on lit, plein de choses. Et on vous souhaite blablabla, voilà. On vous dit à très bientôt sur Manga Saucisse. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.